qui est un consultant en matière de cyberdéfense. Les voilà, donc Frédéric Lanquette et Julien Nossetti, donc, qui sont les deux intervenants avec le regard du parlementaire. On s'était dit il y a bientôt 2 mois ou 3 mois que le regard croisé sur ces sujets-là, à la fois des chercheurs ou du philosophe il y a quelques mois, et des industriels ou des consultants ou de ceux qui sont dans l'action et au fond du législateur, était un regard qui pouvait avoir un vrai sens. Le débat sera animé par mon ami Jacques Maléran, qui essaye de se cacher, qui est ici, donc qui essaiera de poser les bonnes questions. Les questions sont toujours bonnes, c'est les réponses qui sont confuses, c'est ça. Donc je vous rappelle que ça va durer à peu près 2 heures, Jacques, c'est ça? 22h30, on rend l'antenne. Le débat donc est ici, dans la salle. Donc il y aura une première partie avec un certain nombre de questions aux intervenants. Une deuxième partie de questions avec la salle. Donc on va raccourcir la première partie parce qu'on s'était un peu allongé il y a quelques semaines de cela, pour que la salle puisse poser des questions, ou s'il y a des questions Internet, je ne sais pas si elles sont arrivées ou pas. Je vous rappelle que c'est retransmis en direct sur la chaîne YouTube, et qu'il y aura YouTube sur notre chaîne qu'on a créée pour l'occasion, et qu'il y aura donc tout ça est en direct. C'est pour ça qu'on n'arrêtera pas le débat, quoi qu'il arrive. Et puis, de toute façon, il y aura un montage et on fera porter sur les moments importants, sur les sujets importants. L'objectif, c'est de faire vivre le débat. Il y aura un certain nombre de réponses sur ce grand sujet qui est devenu, entre-temps, depuis qu'on l'a installé, qui est devenu un vrai sujet d'actualité, puisque même encore aujourd'hui, il y a 2 formes d'actualité, mais nous y reviendrons tout de suite. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en passant par là, vous allez vous installer dans le public. Nous, on sera sur nos petits tabourets. Dans la salle, évidemment, un petit peu d'attention. Et je le dis pour ceux qui resteront derrière, comme il n'y a qu'un rideau, donc ceux qui, si vous ressortez, ça vous arrive de bouger, j'espère le moins possible, vous serez passionnés par le débat, essayez de ne pas trop faire de bruit derrière le rideau, parce que le rideau n'est pas étanche au son. Voilà, et bonne soirée, et puis bon débat. Maintenant, on peut y aller. Au bâtard. Au bâtard. Au bâtard. Au bâtard côté.
excellent ami, C'est rigolo, c'est rigolo. qui est un spécialiste de l'informatique. Il gagne sa vie avec. Ah, d'accord. Ouais. Il y a Pierre Dussol. Pierre Dussol. Je sais, c'est un ami à moi aussi. Je sais, c'est pour ça. Ben, c'est quand même un homme ouvert. Bon, il votera à droite, lui, à mon avis. Mais il n'aime pas Paoli aussi. Non, il votera pas. Si tu le convaincs, il va voter. Ouais. Il va voter. Il n'y a pas tant de monde que ça. C'est bon? Parfait, là, ouais. Oui, c'est mieux. On vous voit. D'accord, très bien. Donc c'est parti, chef. Bonsoir. Ça va? Ça va? Bien. Alors, c'est que vous avez le cerveau connecté 4.0. Alors, comme tout à l'heure le disait Jean-David Ciotte, nous avions fait une conférence, une réunion, une discussion à Vasarely avec un philosophe allemand, Marcus Gabriel, et un directeur de société qui s'occupe d'informatique, Nicolas Romain. Et ça a tellement bien marché que un appelle deux. Alors celui-ci, le thème c'est la cybermenace 4.0 va-t-elle déstabiliser le monde? Alors 4.0, 1.0 c'est Internet, 2.0 c'est les réseaux sociaux, 3.0 qui n'existe déjà pas beaucoup, c'est l'intelligence artificielle, puis 4.0, ça n'existe pas du tout, c'est demain. Mais nous, demain, nous allons le faire exister, parce que demain, c'est déjà aujourd'hui. Tout est en route. Pour en parler ce soir, il y aura deux hommes, opposés, mais par la même complémentaire. Julien Nossetti, le chercheur, il étudie ce qui se passe dans le monde, il pose le problème. Et Frédéric Lanquette, consultant en cybersécurité, lui propose des solutions. Et puis, il y a Jean-David Ciotte, le législateur, et nous espérons qu'il le restera très longtemps, le législateur. Merci. Julien Nossetti, donc depuis 2009, vous êtes chercheur à l'INFRI, c'est-à-dire l'Institut français des relations internationales, et votre spécialité, c'est la guerre de l'information. Comment les outils numériques renouvellent les pratiques de la guerre. Vous étudiez, vous réfléchissez, vous publiez, en particulier de remarquables études sur l'utilisation politique d'Internet par les Russes. Et vous êtes spécialiste en diplomatie numérique. Quant à Frédéric Lanquette, il est diplômé en neurosciences, donc un spécialiste du système nerveux, enfin du cerveau, mais c'est aussi et surtout un spécialiste de l'informatique. Vous êtes aujourd'hui consultant expert en cybersécurité au sein de Squad, une entreprise spécialisée dans la construction de systèmes d'information. Vous avez des clients, on en parlait tout à l'heure, assez merveilleux. La Française des Jeux, j'ai demandé s'il pouvait savoir d'avance les numéros qui allaient être tirés. Il m'a dit non. Et puis il a aussi la direction des chantiers navals, c'est un peu l'Eurocopter de la marine, ce ne sont pas des petites sociétés. Jean-David Ciotte, il a un très gros défaut. Il est trop modeste. Pendant 5 ans, il a été membre à l'Assemblée nationale, membre de la commission de la défense. Pendant 5 ans, il a appris énormément de choses. Il n'a jamais tellement voulu le dire. Donc ce soir, nous allons l'interroger. Il va tout dire ce qu'il a appris. Pendant 5 ans, il a suivi l'évolution de la doctrine, mais aussi la mise en place des programmes militaires, en particulier en ce qui concerne la cyberdéfense. Et tout cela, il est quand même un homme du pays, sans oublier le pays d'Aix, où il a assuré la promotion des filières d'excellence, en particulier en matière d'industrie électronique et des nouvelles technologies. Alors Jean-David Ciotte, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans l'armée française, il y avait jusqu'à maintenant 3 armes, terre, air, mer. Là, c'est fini, il y en a une 4e. La 4e, c'est la cyberdéfense. Cette 4e arme a été voulue par le président Hollande. Il avait été créé autour du ministre de la Défense d'alors, Jean-Yves Le Drian. Et le président Macron a décidé de la développer et de la rattacher directement à l'Élysée. Coup de chance, c'est aujourd'hui qu'il a installé ce qu'il appelle en anglais une task force et qui s'appellera en français Centre national de contre-terrorisme. Monsieur le député, combien d'hommes, combien d'argent, ça servira à quoi cette 4e arme? Alors, cette 4e arme, elle répond à une menace qui se fait de plus en plus corps, puisqu'on voit bien avec les derniers événements qu'il y a des attaques qui peuvent être menées contre des États, contre des intérêts économiques, contre des intérêts des médias, donc elle peut prendre plusieurs formes. On a évidemment, on l'a bien vu avec la question russe, on peut parasiter les services de médias. Certes, mais combien d'hommes déjà Quand vous êtes arrivé, combien y en avait-il? Quand vous êtes au bout de 5 ans, combien y en a-t-il? Combien y en aura-t-il? En 2012, quand on est arrivé, il devait y avoir un petit millier d'agents qui s'occupaient surtout d'ailleurs des systèmes structurels de la défense nationale. Oui. C'est-à-dire qui regardaient que nos systèmes ne puissent pas être trop attaqués. La loi de programmation militaire, donc c'est une loi qui programme les moyens sur plusieurs années, sur 3 ans, qui a été votée en 2013 et en 2014, prévoit de monter jusqu'à 3200
militaire sur les questions de cyberdéfense et on doit être aujourd'hui à moitié de l'exécution. On doit être à 2600, 2700 militaires qui s'occupent des questions de cyberdéfense, un budget de 100 millions d'euros par an. C'est suffisant et non. en hommes et en argent? Alors en hommes non, puisqu'il faudra arriver aux 3200. Il y aura besoin de plus en plus de personnel parce que la question c'est l'adaptation aux nouvelles menaces, c'est-à-dire qu'elles évoluent, les systèmes changent, les systèmes se prolifèrent de manière différente, ils peuvent arriver sur des endroits où on ne les attend pas, il faut se protéger, il faut dresser des grosses murailles, il faut avoir beaucoup de renseignements. Donc la première doctrine qu'a établie Jean-Yves Le Drian en 2016, où il a commencé à fabriquer une doctrine militaire sur ces questions-là, puisqu'on a fabriqué une armée. Encore faut-il lui dire à quoi elle sert et comment on l'utilise. Donc d'abord la question du renseignement, qui est un sujet essentiel sur où sont les personnes qui nous veulent du mal, comment on les repère, comment on les contre, comment on regarde leurs motivations pour savoir où est-ce qu'elles sont d'ailleurs. Donc il y a toute cette partie qui est extrêmement importante, qui d'ailleurs n'est pas que du renseignement électronique ou électromagnétique, ou électronique en l'occurrence, qui est aussi du renseignement humain. La question de se dire comment, une fois qu'on a ce renseignement et qu'on a une attaque, comment on se protège et on se défend, et donc comment on dresse des grosses murailles, mais là il y a des spécialistes bien meilleurs que moi autour de la table pour dresser des grosses murailles, pour protéger d'abord nos systèmes vitaux militaires, bien sûr, mais aussi nos systèmes vitaux économiques. Parce que si on touche, je prends souvent cet exemple, quand on a eu le volcan islandais qui a renvoyé son nuage, on a paralysé tout le système aérien. Oui. Donc on peut imaginer que si demain on attaquait au fond le contrôle aérien d'un pays ou de plusieurs pays en même temps, on pourrait paralyser toutes les connexions économiques en matière d'aviation, et Dieu sait si ça paralyse toute l'économie. Un jour, vous me parliez de sous-marins nucléaires qui sont cachés, seul le président de la République et 2-3 personnes savent où ils sont. Est-ce qu'il pourrait y avoir une cyberattaque disant à ces sous-marins nucléaires, chers amis, allez-y, envoyez votre bombe? Alors, on pourrait imaginer deux formes d'attaque sur des sous-marins ou sur des bâtiments d'ailleurs de marine ou d'autres. C'est la prise de possession du système informatique. Celui-là, il est toujours possible, parce qu'un système informatique, il est toujours au fond, c'est un système informatique. Il est extrêmement protégé, c'est d'ailleurs un des premiers sujets qu'a traité la défense, c'est de faire des murailles, de le rendre étanche et de pouvoir rentrer dedans. Donc si on ne rentre pas dedans, on ne peut pas le pirater. Donc, une guerre par erreur n'est pas possible. Une guerre par erreur, tout peut arriver, mais dans le contexte actuel de protection, non. Il peut y avoir par contre une malveillance humaine, c'est-à-dire s'il peut y avoir quelqu'un qu'on a détourné de son objectif et qui pourrait venir avec quelque chose de malveillant et qui pourrait le faire. Mais il faudrait dans ce cas-là, que c'est pour ça qu'on regarde dans le renseignement, on suit beaucoup les militaires qui sont dans les capacités d'armement et nos militaires, il y a un gros suivi qui est fait sur ça. Alors ce Centre national de contre-terrorisme, où est-il basé ? Alors là, pour le coup, le centre, la tête qui vient d'être créée par le président de la République, par Emmanuel Macron, elle sera basée à l'Élysée, puisqu'il a souhaité, parce que la question de la coordination des renseignements, du renseignement notamment civil, puisque a priori le renseignement militaire ne sera pas il sera en coordination, mais il ne sera pas chapeauté par cette task force, et le renseignement militaire reste indépendant pour des problèmes de confidentialité. Mais du coup, à l'Élysée, il y aura une coordination à la fois des services de renseignement intérieurs, à la fois des services de renseignement extérieurs, qui permettent de faire remonter l'information et qui permettent d'avoir des activités contre-terroristes. C'est pas un millefeuille de plus. Non, l'idée du nouveau président de la République, c'est justement de ne pas empiler une responsabilité supplémentaire, c'est de prendre la direction de la totalité pour que les coopérations en matière de renseignement intérieur-extérieur, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, parce que quand on est sur un territoire intérieur, on n'a pas les mêmes objectifs que quand on est sur un territoire extérieur, mais qu'elles puissent être coordonnées, parce que la question du renseignement peut servir à un certain nombre d'actions, soit effectivement de protection défense, en cyber d'ailleurs, ou en conventionnel. Hein. On n'est pas là, on est sur de la guerre qui peut être aussi de la cybernétique, hein, qui n'est pas que du cyber sur les réseaux ou sur les systèmes d'information. Ça peut être aussi du renseignement. Donc là, la task force, elle est faite pour régler la question de savoir comment on obtient l'information, de quelle nature, quelles sont les menaces et comment on peut réagir sur la protection et la défense du pays. Mais en France, il y a plusieurs services de renseignement. Est-ce que la task force va les coiffer ou pas? Ou est-ce qu'ils vont continuer à se faire la guerre les uns les autres? L'objectif, un des enjeux... Alors, il n'y a pas de guerre au sens... chacun aime bien garder son petit secret. Voilà, il n'y a pas de guerre au sens où il n'y a pas de gens qui se font la guerre les uns contre les autres. Il y a juste que la question de l'information
quand on a une information, elle n'a de valeur que si on la tient au regard de quelqu'un d'autre. Et le fait que l'autre ne le sache pas, c'est un avantage extrêmement puissant quand on est sur des éléments de défense. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les services de renseignement, même à l'intérieur d'un même pays, alors vous imaginez à l'extérieur entre plusieurs services de renseignement étrangers, ont du mal à communiquer avec les informations. On l'a bien vu avec la petite bévue qui a été faite par le président de la République américaine, où il a livré un certain nombre publiquement, un certain nombre, enfin à d'autres personnes, un certain nombre d'informations qui avaient été relevées par des services de renseignement étrangers et qui ont du coup redonné l'avantage à ceux, puisque les ennemis savaient qu'on savait. À partir du moment où ils savaient, ils réagissent et du coup ils se réadaptent à la menace et ils donnent une autre menace. Au niveau de la cyberdéfense, au niveau du renseignement, est-ce qu'il y a une vraie coopération européenne, où là aussi chacun aime bien garder son petit précaré personnel? Il y a une coopération sur... il y a plusieurs niveaux de coopération. Il peut y avoir un niveau de coopération sur comment on réagit, comment on s'informe, comment on se protège. Sur le renseignement lui-même, il ne peut pas y avoir de coopération multilatérale pour les raisons que j'indiquais à l'instant. Mais par contre, il peut y avoir des coopérations bilatérales d'information où entre deux, on peut s'échanger parce qu'à un moment donné, on a besoin. On l'a vu d'ailleurs dans les attentats de Londres, malheureusement, où il y a eu un échange d'informations entre l'Italie, qui avait des informations sur les gens qui ont commis les attentats, et le MI5, donc le service de secret extérieur, enfin en tout cas d'intervention anglais. Sauf que cette information n'a pas été traitée. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une espèce d'armée européenne de cyberdéfense pour mutualiser les moyens, avoir plus de monde de 3200, 32 000 personnes, enfin quelque chose au niveau du risque que nous encourons? Alors, on peut mutualiser plein de choses. La question de comment on obtient le renseignement, la question de la motivation de ce qui fait que les gens vont chercher à nous attaquer, parce que globalement, elle est les mêmes qu'on soit anglais, américain, allemand, français, italien. Donc sur ces sujets-là, on peut coopérer. Sur la manière dont on les obtient, on ne peut pas toujours coopérer, parce qu'on ne les obtient pas toujours de la même manière, parce que les États eux-mêmes n'ont pas les mêmes réglementations vis-à-vis de comment on obtient de l'information ou comment on peut traiter de l'information. On a fait nous-mêmes évoluer sur la dernière mandature un certain nombre de règles et de lois sur le renseignement, sur la capacité à notamment contrôler ou prendre le contrôle de vos ordinateurs, de vos iPhones, de vos comptes Facebook. On l'a mis simplement sous le contrôle du juge. Ce que je dis souvent, c'est que les gens, ça a été un grand sujet de discussion. On avait besoin de pouvoir, on a des appareils aujourd'hui, on les pose ici et on est capable d'aspirer à peu près tout ce qui est dans vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos comptes Facebook et d'avoir les informations qui sont fort utiles parce que les échanges que vous pouvez avoir, ils peuvent être en prédiction de fabriquer un acte malveillant sur le territoire. La réalité, c'est que ça se faisait déjà un peu et ça ne se faisait pas beaucoup sous le contrôle du juge. Or, une démocratie, un état de droit, c'est le juge qui, à la fin, dit oui ou dit non sur l'utilisation de l'information qu'on a prise et qu'elle doit être dans le cadre du contre-espionnage et en tout cas du contre-terrorisme pour lutter contre le terrorisme. Donc la cyberdéfense restera nationale et non pas européenne? Les éléments de défense technologique, technique, la manière d'appréhender les sujets, elle peut être en coopération, mais le renseignement lui-même, il ne peut être, et la capacité de la doctrine de défense et de protection, parce qu'il y a aussi, après, une fois qu'on s'est protégé, il y a aussi la riposte, c'est-à-dire qu'on peut aller attaquer. C'est l'idée de fabriquer une défense, une cyberdéfense, c'est de dire que si on est attaqué sur ces sujets-là, et on a fait évoluer la loi là aussi, ou si on est attaqué sur nos intérêts vitaux, sur la cyberdéfense, sur des réseaux d'information, alors on peut se donner les moyens aujourd'hui de riposter, parce qu'on est en légitime défense au regard du droit international, et qu'on pourrait riposter contre un État qui le ferait contre nous. La force de frappe du général de Gaulle, c'était pas si mal? Alors la force de frappe du général de Gaulle, la doctrine du général de Gaulle, c'était, je la rappelle pour tout le monde, mais le général de Gaulle avait, en 1939, les Allemands attaquent la France, les armées sont à peu près équivalentes en matière technologique et en matière de volume, même l'armée française de mémoire elle doit être un petit peu supérieure en nombre d'hommes, sauf qu'ils utilisent beaucoup mieux leur aviation, donc ils ont un élément technologique de supériorité, et ça doit nous amener à réfléchir, parce que là on est bien sur des éléments technologiques de supériorité entre États, sur les aspects de cyber, et donc l'Allemagne a une stratégie d'invasion de la France qui réussit.
Et une fois que les Allemands sont entrés en France, nous sommes occupés. Ben oui. Et on a perdu. Et donc, quand le général de Gaulle revient à la Libération en 1945, au-delà de la période de résistance, de refabriquer, la première chose qu'il demande à ses armées, c'est de fabriquer une arme qui pourrait être utilisée même si la France disparaît. Et donc, il y a une doctrine qui est fabriquée à ce moment-là par le général de Gaulle, ce qui est de dire « je veux une arme », et c'est pour ça que la France se dote de l'arme nucléaire, de dire « si demain nous sommes attaqués par n'importe quel autre pays », ils avaient vécu Hiroshima, et que la France est détruite, celui qui nous attaque doit savoir qu'il sera détruit quand même si la France n'existe plus. Et donc, c'est toute l'idée de la dissuasion nucléaire sous-marine en particulier. La dissuasion nucléaire terrestre, elle, qui a été abandonnée, c'était des silos avec des bombes qu'on pouvait envoyer, sauf que les silos, on savait tous où ils étaient, donc ils n'étaient pas d'une efficacité redoutable, puisque globalement, on ne pouvait pas les dissimuler. C'est ce qu'on a fermé sur le plateau d'Albion. On a la deuxième branche qui est celle de l'aviation, mais qui est, je dirais, une arme de dissuasion diplomatique, pour reprendre une expression, c'est-à-dire que, attention, on allume les moteurs de l'avion qui porte la bombe, attention, on met la bombe, attention, on arme la bombe, attention, on met notre aviation en survol. D'ailleurs, nos amis russes, de temps en temps, nous rappellent qui est cela, puisqu'ils ont fait, il n'y a encore pas longtemps, au mois de novembre, de mémoire, quelques survols dans la limite des eaux territoriales français avec des bombardiers nucléaires, pour nous rappeler qu'ils étaient une puissance nucléaire. Mais c'est un élément diplomatique. Et puis il y a une dernière branche qui est la branche sous-marine, donc on a des sous-marins dans lesquels il y a l'arme nucléaire, qui sont cachés au fond des océans, ce qu'on indiquait à l'instant. Et si la France est détruite, ils peuvent détruire n'importe quelle partie du monde. Il y a 2 bateaux qui coulent, comme on dit, des sous-marins, qui sont en permanence à la mer, sous le commandement du chef des armées, qui est le président de la République, et qui peut envoyer le feu nucléaire pour répondre à une attaque, même si la France était détruite. Donc ça, c'est la doctrine qui était issue, qui a été portée par le général de Gaulle. C'est pour ça qu'on a bâti les sous-marins nucléaires. À la différence des Américains, c'est que nous, on a fait le sous-marin. Et puis, une fois qu'on avait la pièce où on devait mettre la chaufferie nucléaire, parce que la chaufferie nucléaire, ça permet de rester 6 mois au fond d'un océan sans être obligé de remonter chercher de l'oxygène pour les moteurs. Et c'est pour ça que le président général de Gaulle avait demandé à ce qu'une entreprise aixoise d'ailleurs, qui s'appelle Technicatom de nouveau, qui a été Technicatom, puis Arrivatea, qui est redevenu Technicatom, qui a à peu près 2000 salariés entre Cadarache et Aix, qui fabrique, qui a une compétence particulière, c'est une des rares sociétés dans le monde qui sait le faire avec quelques sociétés américaines, de fabriquer une centrale nucléaire dans une chambre à coucher, celle qui tient dans un sous-marin. Les Américains font l'inverse, ils font d'abord la plus petite pile, la petite chaudière atomique qu'ils savent faire, et ils construisent le sous-marin derrière. Alors, Julien Ossetti, on arrive à parler de la guerre de l'informatique. Alors, aujourd'hui, information, l'ancien patron du FBI, le président Trump pouvait s'opposer à ce qu'il soit entendu par la commission d'enquête. Finalement, il a accepté, donc on va bientôt savoir si, oui ou non, les Russes sont intervenus dans la campagne électorale américaine, Clinton-Trump. Qu'en pensez-vous? On peut tout savoir, c'est encore une question ouverte et loin de moi l'idée de prétendre vous apporter une réponse claire et définitive là-dessus. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette prochaine audition fait suite à une séquence extrêmement tendue, évidemment, dans les relations russo-américaines autour d'une possible interférence de Moscou dans le scrutin, dans la campagne et le scrutin américain. James Comey, donc c'est l'ancien directeur du FBI qui avait été limogé par Trump à coup de tweet. On s'en rappelle, c'est sa méthode de gouvernance, et bon, pourquoi pas. Et cet ancien directeur du FBI, Comey, avait laissé entendre que les Russes, justement, avaient été relativement bien impliqués dans les actes de piratage et de désinformation qui avaient visé l'élection américaine. C'est évidemment un personnage clé, un personnage central des polémiques actuellement à Washington, notamment au sein du Congrès, pour essayer de voir quelle suite donner à ce début de mandat de Donald Trump. On aura très certainement un début de réponse au moins d'une part sur la façon dont toute la communauté du renseignement américaine se positionne par rapport à ça, et d'autre part parce que c'est un passage assez truculent aussi, James Comey, et qui est très respecté au sein de cette communauté du renseignement, et de voir si ça va avoir un effet d'entraînement ou non. Comment aurait-il pu truquer les élections américaines avec de l'informatique? Comment aurait-il pu faire? Il ne s'agit pas de savoir si ça a été truqué ou pas, mais de voir si les Russes ont, parce qu'il est question d'eux évidemment dans ce scrutin, s'ils ont eu un rôle déterminant dans l'issue du vote.
Alors ça a commencé à l'été dernier, il y a exactement un an, en juin dernier, par le piratage des serveurs de la Convention démocrate. Donc, à l'époque où Hillary Clinton et Bernie Sanders s'affrontaient pour le leadership au sein du parti. Ça s'est prolongé tout au long de l'été et au début de l'automne par différents piratages. À l'époque, Barack Obama, président, avait longuement hésité à attribuer ou pas à la Russie ces piratages. On se souvient d'une rencontre assez virile avec Poutine en marge d'un sommet du G20, au cours de laquelle justement il avait interpellé Poutine et il lui avait dit d'arrêter tout simplement, le cas échéant, les États-Unis s'engageaient à répliquer avec les moyens dont ils disposaient. Et ça nous amène au mois d'octobre et début novembre, scrutin américain, où justement on a tous en mémoire les différentes fuites relayées par Wikileaks à l'époque aussi. Comment ils font les Russes pour faire ça? Dites-le nous. Alors, d'une part, il faut préciser que voilà, donc là on entre vraiment dans le vif du sujet. Tous ces actes ont été attribués par différents acteurs à la Russie sans qu'il n'y ait de véritables preuves tangibles. Il y a un faisceau d'indices très concordants, évidemment, mais pas de preuves à 100% d'une interférence directe de la Russie dans ce scrutin. C'est tout l'enjeu du recours à ces armes cyber, où évidemment on se situe en deçà du seuil de la guerre classique et où en recourant à la fois au cyber, donc avec l'aspect technique, réseau, infrastructure, et l'aspect information, travail de la population par la manipulation, la propagande, la désinformation. Voilà, la Russie a pu, si c'est vraiment le cas, influer sur l'issue du scrutin. Une parenthèse, et ça concerne aussi d'autres scrutins qui ont eu lieu par la suite, c'est l'imbrication étroite, si vous voulez, entre le recours à des cyberattaques, donc à des attaques informatiques, et à l'arme informationnelle. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé à la fois au cours de la campagne américaine et des élections françaises, du rôle que certains médias d'État russes ont pu jouer, RT, Sputnik, entre autres. Et ça, si vous voulez, il y a une vision extrêmement intégrée de la part d'un pays comme la Russie vis-à-vis de ses outils, et il s'agit de mêler les deux composantes, si vous voulez, du cyber, afin d'avoir des résultats stratégiques. Et dans le cas de l'élection américaine, si la Russie a vraiment été à l'œuvre, les résultats, du moins à court terme, sont tout à fait concluants du point de vue du Kremlin. Est-ce que les Russes ont intervenu dans la campagne électorale française pour la truquer? Alors là, il va encore répondre à côté, hein. C'est un diplomate. Hein. Non, oui ou non? Je ne réponds pas à côté, parce qu'il faut être extrêmement prudent avec ces outils, puisqu'on n'a pas non plus tous les tenants aboutissants, et que c'est extrêmement sensible. Alors, la campagne française, je vais plutôt démarrer par l'issue du scrutin. Oui. Non, mais si. C'est-à-dire que parmi les 4 candidats qui sont arrivés en tête au premier tour, voilà, au fond, le vainqueur, c'est celui qui avait la position les plus sceptiques vis-à-vis de la Russie. Voilà, donc les 3 autres candidats étaient ceux qui avaient des positions relativement conciliantes, voire très, très favorables au vu du Kremlin. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. La Russie aurait divisé ses forces finalement, et donc elle a perdu. D'une certaine manière, c'est un échec, ce serait un échec évidemment. Après, toute la subtilité, la sophistication de ces armes, c'est que par ces stratégies, la Russie arrive à polluer les débats, à la fois aux États-Unis, voire en France à une échelle différente. Mais aux États-Unis, c'est vraiment très, 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 très flagrant. C'est-à-dire que vous avez sans cesse une espèce de halo, de pollution permanente qui empêche au fond la tenue de vrais débats politiques et qui polarise à l'extrême les enjeux. Et de façon, pour la Russie, à répondre à divers objectifs politiques qui sont d'une part de rompre ou du moins de saper le lien transatlantique, donc la relation entre États-Unis et, en gros, schématiquement, Union européenne. Également de semer une confusion sur notre propre système politique, sur les élites au fond, sur tout ce système qui serait ONI, élite politique et médiatique, et au fond de nous faire douter de nos propres valeurs.
de ce point de vue-là, aux États-Unis, c'est plutôt réussi. Frédéric Lanquette, comment font-ils techniquement pour éventuellement nous inonder de fausses informations, nous faire truquer les élections? Et vous, comment réagissez-vous pour mettre un pare-feu à cela? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils jouent sur une arme qui est, enfin, la faille la plus facile à utiliser. Ils utilisent la faiblesse humaine. C'est-à-dire que grâce à des attaques ciblées, donc, par des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux, on a accès à une quantité d'informations incroyable. Il y a des gens qui publient totalement leur vie sur Internet. Donc c'est très facile. Les pirates, au début, même s'ils sont derrière des organisations cybercriminelles structurées comme les Russes, on va dire, les Français font pareil, les Américains, les Israéliens aussi, il ne faut pas se leurrer. Ils ont des organisations très structurées où il y a une partie de l'organisation qui est chargée de récupérer des informations, d'autres qui va s'occuper de fabriquer des virus, d'autres fabriquer des faux mails, et on va utiliser la manipulation. En fait, par exemple, l'attaque sur l'élection américaine, c'est tout simplement, ils ont ciblé des mails avec des pièces jointes contenant un virus, et la première personne qui a cliqué dessus a dit « vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque ». Donc il a commis une erreur de communication, et du coup, le virus, le malware s'est propagé, et ils ont pu récupérer toutes les informations, mail, etc. Et après, une fois que c'est... De la campagne de Clinton, c'est ça? De la campagne Clinton. Et après, une fois que c'est exfiltré, ces informations-là, on ne sait pas clairement à qui c'est parce qu'ils ne laissent pas vraiment de traces. Par contre, ça finit par partir dans la nature. Et une fois que ça part dans la nature, ça peut être utilisé par les réseaux sociaux, partir en fake news. Voilà. Donc après, ça devient incontrôlable. Et l'effet sur les élections, en fait, c'est une sorte de loterie. C'est-à-dire, on va essayer de rattraper des informations. On va essayer de les manipuler aussi. On peut rajouter des fausses informations dedans, comme avec Clearstream, on parlait des listings où il y avait le nom Sarkozy, non, c'était faux. Mais c'est sur des informations. On récupère des informations et on en rajoute dedans et on envoie ça sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite les réseaux sociaux qui c'est récupéré par les réseaux sociaux. Et après, il y a une manipulation des médias là-dessus. Donc voilà. Mais à la base, c'est juste, on a reçu un mail et on a cliqué dessus. Donc il y a toujours une faute humaine, il y a toujours une faille humaine au départ. La faille est humaine parce qu'attaquer par les serveurs, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus difficile parce que chaque entreprise a des administrateurs systèmes qui sont très, très compétents, qui vont protéger les systèmes d'information au maximum. C'est soumis à des politiques de sécurité, etc. Mais la faille la plus facile à exploiter, c'est l'homme par la manipulation. Pour revenir un peu en arrière, en 2007, il y avait eu une cyberattaque massive russe sur l'Estonie. Les Estoniens avaient eu le grand tort de vouloir déboulonner une statue qui était à la gloire de l'armée soviétique. Ça n'avait pas plu à Moscou. Et donc, la punition, pendant quelques jours, il y a eu des attaques massives sur tout le système informatique de l'Estonie. Alors, le pays a été paralysé. Pourquoi? Comment? Alors, suite à un geste politique de l'Estonie, hein, de vouloir on va dire, toucher un symbole de l'ex-Union soviétique, il y a eu une des plus grosses attaques informatiques de l'époque, c'est-à-dire on suppose que c'est les Russes forcément derrière. Ils ont levé une armée un peu particulière, c'est des milliers d'ordinateurs qui ont été piratés. On appelle cette armée un botnet, et chaque ordinateur, qui peut être l'un de vous, hein, a servi, on appelle ça des zombies, chaque ordinateur isolé, on ne s'en rend pas compte, hein, on utilise son ordinateur, et en fait, l'ordinateur sert d'arme pour aller pointer vers les infrastructures du pays, donc les banques, la poste, etc., et les assomme de requêtes, jusqu'à ce que les services ne puissent plus fonctionner. Saturation. La masse du botnet fait que le nombre d'adresses IP est tel que les administrateurs système ne sont même plus en mesure, au niveau des pare-feux, de pouvoir isoler toutes les adresses IP pour pouvoir stopper l'attaque. La seule façon que la Estonie a trouvé d'arrêter l'attaque, c'est de couper l'Internet du pays. Donc, c'est-à-dire plus de Google, plus de Facebook. Et il y a eu perte de confiance on va dire des Estoniens, on va dire, dans Internet, dans ces choses-là. Ce qui n'a pas empêché par la suite l'Estonie de rattraper son retard et d'être aujourd'hui un des pays les plus connectés au monde et de baser toute son administration sur Internet. Tout à fait. Il y a eu aussi cette dépêche qui aurait été glissée dans l'agence de presse du Qatar, faisant l'éloge de l'Iran, et qui a abouti à l'isolement diplomatique pour le moment du Qatar. Donc les cyberattaques ont lieu partout et tout le temps. Monsieur Nossetti.
Alors, qui a abouti, là je serais peut-être, je nuancerai peut-être, c'est-à-dire que c'est pas forcément la cause qui a provoqué justement la situation du Qatar actuellement, mais ça a contribué à tendre davantage de relations au sein des pays, enfin, des monarchies du Golfe, mais c'est une technique qui est régulièrement employée non seulement par l'Iran ou les monarchies du Golfe, mais également par les Russes ou les Américains. Donc ça c'est tout à fait, je dirais tout à fait classique. En termes informationnels, c'est quelque chose qui cause un tort à la réputation du pays. C'est fake news, en fait. Voilà, donc c'est une expression un peu pas la mode aujourd'hui, mais c'est par l'emploi de cette manipulation, de cette désinformation, vous arrivez à une fin et dans la plupart des cas, ça fonctionne. Et aujourd'hui, avec le Qatar, ça a totalement bien marché. Quand on parle de cyberattaque, on parle des Russes. Mais enfin, bon, on n'est pas en guerre avec les Russes. Alors qu'en revanche, on est en guerre avec Daesh. Est-ce que les islamistes radicaux ont des pouvoirs sur l'informatique pour mener des cyberattaques? Oui. Non, ils utilisent les réseaux pour recruter, pour communiquer, pour s'informer, de moins en moins d'ailleurs, parce qu'ils ont compris qu'on les surveillait beaucoup. Mais donc c'est plutôt un usage. C'est plutôt un usage pour l'instant de système d'information, du système lui-même d'information. On peut imaginer, parce que c'est des faibles coûts, que ça peut arriver. On est sur des attaques asymétriques. Or là, on est typiquement sur des menaces asymétriques. C'est-à-dire qu'avec un petit potentiel informatique, on peut faire des gros dégâts si tant est qu'effectivement on arrive à faire de la manipulation de personnes, à laisser penser à des gens que c'est bienveillant, et en fait derrière il y a des choses malveillantes. Donc oui, ça peut être un système. Mais enfin pour l'instant, malheureusement, comme on l'a vu cette semaine, ça coûte moins cher d'aller acheter un marteau pour faire des dégâts que d'investir dans des systèmes informatiques avec des répercussions qui sont bien plus terribles. Mais à l'époque, Ben Laden se servait de l'informatique pour gagner de l'argent. Il jouait en bourse, il truquait un peu les marchés. Alors, je pense qu'il faut peut-être déplacer le terrain quand on parle peut-être de djihadisme et du web. Si vous voulez, l'enjeu est moins les capacités cyber du groupe État islamique ou voire d'Al-Qaïda, mais justement sur la propre utilisation du web à des fins de propagande et de recrutement et de diffusion de sermons et autres choses, voire aussi de levée de fonds. Parce que vous avez aussi des divers réseaux sociaux comme Kiwi, je ne sais pas si vous familier avec ça, mais qui permettent de lever des fonds et qui sont utilisés par différents cellules djihadistes à travers le monde, en particulier dans le Caucase, en Asie centrale, et qui servent à lever des fonds et qui sont ensuite dispatchés en Syrie et en Irak. Bon, bref. Donc, si vous voulez, l'enjeu pour des groupes radicaux comme ça, c'est davantage ce que vous faites du web et de l'information plus que de capacités cyber qui sont parce que les Chinois musellent leur informatique. Enfin, l'Internet chinois est totalement est quasi totalement sous contrôle. En Chine. Vous avez tout un système ce que les Chinois appellent la Grande Muraille par feu, qui est un système extrêmement sophistiqué, qui a été mis en place il y a déjà une bonne décennie, avec des échanges de bonnes pratiques avec d'autres régimes du même acabit, tout en sachant que la Chine n'est pas non plus complètement fermée à l'Internet mondial et a su développer ses propres acteurs nationaux qui gagnent des parts de marché internationales. On a souvent tendance ici à parler d'acronymes comme des GAFA ou voire les NATU, mais en Chine, vous avez les batchs, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, et qui sont des acteurs qui sont en voie d'internationalisation accélérée et qui prennent des parts de marché en Afrique de façon extrêmement offensive. Donc voilà, donc l'Internet chinois, on a souvent tendance à le voir de façon très fermée, très souverainiste, d'avoir une lecture très fermée vis-à-vis de ça, mais c'est un pays qui a su, des dirigeants qui ont su s'approprier de façon très sophistiquée leur, entre guillemets, Internet. Et l'Iran? L'Iran, c'est un peu plus difficile de l'évaluer. Les études sont beaucoup plus difficiles à faire sur le terrain. Bizarre. C'est étrange, n'est-ce pas? Même si vous avez une population qui est très connectée, là aussi. Vous avez une culture web qui est extrêmement développée en Iran, chez une jeunesse à Téhéran qui est très, très friande de réseaux sociaux et qui est très, très au fait des nouvelles tendances et qui recourt beaucoup notamment à des messageries qu'on connaît bien ici, comme Telegram ou WhatsApp.
Voilà. Donc c'est pas propre non plus à l'Occident, mais c'est aussi utilisé massivement par des internautes en Iran ou dans d'autres pays comme ça. Les autorités iraniennes ont évidemment des capacités, là pour le coup en matière cyber, relativement importantes. Ça fait pas partie, l'Iran ne fait pas partie des premières puissances numériques et cyber, mais je dirais fait partie d'un deuxième wagon qu'il ne faut absolument pas négliger. Et vous avez, dans la rivalité qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite, des cyberattaques très fréquentes entre acteurs étatiques ou économiques, entre Riyad et Téhéran. Frédéric Lecquette, il y a quelques années aux États-Unis, un jeune homme, en jouant, avait réussi presque à percer le mur du Pentagone. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un est capable de percer notre système de défense en France? Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question, je vais juste répondre pourquoi il y a eu une cyberattaque qui a touché le monde entier avec un malware qui s'appelle WannaCry, qui est arrivé de nulle part et qui a envahi 150 pays, 200 000 machines, l'usine Renault obligée de s'arrêter, etc. Alors si on essaye de comprendre d'où ça vient, en fait, ça vient de pirates qui étaient rentrés à la NSA, qui s'appellent les Shadow Brokers, et qui ont récupéré tous les outils de piratage de la NSA, dont leurs armes qu'on appelle les 0D. Les 0D, c'est des failles qui sont connues dans les systèmes Windows, les systèmes informatiques, mais qui ne sont pas publiées, et donc il n'y a pas de correctif qui est fait, c'est-à-dire des correctifs de vulnérabilité. Et la NSA utilisait massivement ces armes pour rentrer partout, pour pirater les téléphones, vos ordinateurs, sans que vous vous rendiez compte. Et cette publication de ces failles de sécurité a mené à ce que des gens écrivent un malware avec ça et l'envoient sur la planète. Alors la question c'est, si la NSA déjà n'arrive pas à protéger ces systèmes d'information, est-ce que nous, on n'aurait pas non plus un risque? Monsieur le député. C'est un des sujets dans la question. Il y a évidemment les renseignements, ce que je racontais tout à l'heure, et il y a tout ce qui est la protection défense de nos systèmes vitaux. C'est un des sujets de la LPM, de la loi de programmation militaire, où on met beaucoup de moyens, au-delà même de parler de cyberattaque, de comment on met des murs les plus épais possibles pour protéger les systèmes, les 12 systèmes vitaux, les 12 secteurs vitaux qui ont été dégagés dans la LPM mais qui ne sont pas publics, pour faire en sorte justement qu'ils soient protégés. La réalité, c'est que tout système, par nature, est un système de communication. Et tout système de communication, s'il communique à un moment donné et qu'on lui introduit quelque chose de malveillant, un logiciel malveillant, comme on l'indiquait à ce moment-là, il peut ouvrir une faille, et en ouvrant une faille, il peut y avoir évidemment plusieurs attaques possibles. Là, en l'occurrence, c'est une attaque, c'est une récupération dont on ne sait pas encore comment elle s'est produite à la NASA, puisqu'on n'a pas les informations, la NSA, pardon, sur comment ils ont réussi, qui a réussi, on sait à peu près qui, mais on ne sait pas encore comment et à quel moment. Ils ont récupéré un certain nombre d'informations, comment ils ont franchi la muraille. Et oui. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est humain? Je plaide pour des interventions intérieures, mais parce qu'il y a un moment donné, les systèmes informatiques sont tellement lourds qu'ils sont quand même difficiles à franchir, mais au moment où on parle, on ne le sait pas. Donc c'est les murailles les plus fortes possibles, et il faut qu'on les bâtisse, et surtout, une fois qu'on récupère de l'information, là en l'occurrence, c'était des failles de sécurité qui ont permis de paralyser une partie du monde économique. Mais ça pourrait être aussi, c'est là où c'est le plus difficile, c'est pour ça qu'on sépare un des grands sujets, c'est l'inventaire des risques et l'inventaire des solutions qu'on met en place, c'est la prise, qu'on indiquait tout à l'heure, la prise de commandement, ce qui est plus difficile, sur un certain nombre de systèmes d'information qui pourraient être de la navigation, alors militaire ou civile. Une des attaques qui seraient les plus compliquées, c'est le blocage de l'énergie. C'est-à-dire que si on arrive à arrêter les sources d'énergie dans nos sociétés, bloquer des centrales, bloquer des réseaux de distribution énergétique, ça pose un certain nombre de difficultés. Ceci étant, pour l'instant, sur les réseaux de distribution électrique, le couper physiquement, c'est plus facile que le couper informatiquement. Mais ça pourrait arriver. Donc il y a la question Après, c'est de l'utilisation. Donc c'est comment on peut aller chercher des informations et comment on peut s'en servir de manière malveillante. Donc il faut franchir
un certain nombre de portes, et c'est ces portes-là qu'on a renforcées. C'est une des raisons pour lesquelles on met autant de moyens sur la cyberdéfense dans les milieux, dans le système militaire, parce que, y compris, on fait travailler, et c'est un des sujets de l'ANSSI, c'est à la fois de donner l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est basée auprès du Premier ministre, qui est chargée d'évaluer les risques, qui est chargée de donner des réponses et des manières de savoir comment on se protège, et qui est aussi chargé de faire en sorte que l'écosystème industriel, avec à la fois les startups qui arrivent, les chercheurs, on bâtit, puisse réfléchir à ces sujets-là, parce que la question est de l'évolution permanente, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet fixe. Une fois qu'on a fait c'est un peu comme en matière d'ailleurs militaire cybernétique, une fois qu'on a augmenté le blindage d'un bâtiment, on invente un missile plus puissant. Donc on est obligé de savoir que notre adversaire a un missile plus puissant, donc on augmente encore notre blindage ou notre système de furtivité en fonction de la menace, du renseignement, toujours pareil, qu'on connaît, de ce qu'est capable de faire l'adversaire et de la raison pour laquelle il le fait. Dès qu'on parle de cyberdéfense, vous avez remarqué, on pense à la guerre. La guerre. Il y a aussi la guerre économique. Alors justement, ça se passe de plus en plus que des entreprises soient piratées, voire on restitue les données en échange de quelque argent. Ça s'appelle du chantage. Ça existe? C'est les ransomware, par exemple. Donc on peut avoir ça. Alors, tout existe dans le monde de la cybersécurité, mais bon, là vous avez tous vu les ransomware, c'est-à-dire vous recevez un mail sur lequel vous avez ouvert la pièce jointe, ça vous met une fenêtre, toutes vos données ont été chiffrées, et il faut payer une rançon dans le darknet en bitcoin, c'est une nouvelle monnaie, on appelle des cryptocurrencies. Bitcoin. Le bitcoin. Alors, le bitcoin. Alors il faut savoir que c'est des crypto-monnaies, on le vend en poupe. Si vous en aviez acheté pour $100 en 2007, maintenant vous auriez 60 millions de dollars sur votre compte en banque. Voilà, c'était peut-être un bon investissement et ça n'arrête pas de monter. Voilà. Donc c'est une monnaie qui est un peu virtuelle, qui existe, les banques les acceptent, ça existe dans le darknet et ça existe dans le monde réel, donc l'internet caché. Donc c'est ce qui sert aussi dans tout ce qui est cybercriminalité. Et là, beaucoup d'entreprises pour WannaCry ont payé. Il y a des hôpitaux qui ont des secteurs industriels qui ont été bloqués, ont payé. Il fallait payer $300 par poste. Et je ne sais plus combien ils ont accumulé, peut-être 100 000 $, il faudrait regarder, pour récupérer leurs données. Donc après, les données sont chiffrées et on reçoit une clé qui nous permet de récupérer les données. Donc, mais il y a moyen, bien sûr, de se protéger contre ça. Ça passe par la sensibilisation, c'est-à-dire ne pas cliquer sur n'importe quoi quand on reçoit un mail. Donc ça, dans le cas de vos entreprises, il faut qu'il y ait des politiques de sensibilisation et aussi toujours garder des sauvegardes régulières et qui ne soient pas en direct avec votre ordinateur. Parce que si le virus agit sur vos sauvegardes aussi, ça n'a pas d'intérêt. Mais il y a des bandits, certes parce que les entreprises sont peut-être un peu légères. Enfin, est-ce que les entreprises prennent cette menace au sérieux? Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est une catastrophe contre les ransomware. On a tous connu, en tant que responsable informatique, un ransomware entre une entreprise, ça l'apparaisse pendant 2 jours. Hein. Le temps de restaurer les sauvegardes. Monsieur Dossetti. Juste pour prolonger les propos de Frédéric, et peut-être avoir une lecture un peu plus globale sur cet enjeu du virus WannaCry qui a touché un nombre record de pays en très peu de temps. Ce qui est frappant, c'est peut-être 3 choses. C'est d'une part le côté déjà quasi instantané de ce virus qui s'est répandu à une vitesse extrêmement rapide. C'est la diversité des cibles, puisqu'ont été visées à la fois des institutions de l'État, je pense au système de santé britannique, la NHS, dont les conséquences auraient pu être très graves si voilà, les données des patients que vous devez opérer n'ont pas été mises à jour et que le patient passe au bloc opératoire. Voilà. Donc là, vous avez vraiment des enjeux extrêmement concrets qui se matérialisent. Deuxième aspect, ça a été également mentionné, c'est que c'est la première fois que des hackers utilisent au fond des armes de guerre, donc les 0D que Frédéric mentionnait. Donc ces failles de sécurité qui n'ont jamais été exploitées, jamais publiées. Il y a un marché extrêmement organisé de ces 0D aujourd'hui et elles sont abondamment
en particulier utilisés par les services de renseignement à travers la planète, notamment la NSA américaine. Ce qui pose aussi en filigrane la question du stockage d'armes numériques par les agences de renseignement et les États. Il y a eu une polémique tout récemment dans la foulée de cette affaire entre la NSA et Microsoft, puisqu'en fait il était question de mise à jour de Windows XP en particulier. Je me souviens des propos du patron de Microsoft, Brad Smith, qui non seulement avait réclamé une forme de régulation internationale de toutes ces armes numériques, mais en plus avait dit qu'au fond, cette affaire était... que le vol par la NSA de ces 0D était l'équivalent en termes conventionnels du vol de missiles de croisière Tomahawk. Voilà. Oui. Donc, à une échelle très différente évidemment, mais tout ça pour dire qu'en fait, toutes ces armes numériques ont pris un caractère stratégique éminemment puissant et se traduisent aujourd'hui par je vais le mentionner, des tensions parfois très très fortes entre grands acteurs du net, GAFAM et acteurs étatiques. Voilà. Et ça fait suite à une série de tensions qui sont matérialisées depuis l'affaire Snowden en 2013 et qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Alors, lors d'un appel d'offres, M. Enquête, est-ce qu'une entreprise peut savoir les choses, combien à soumissionner le concurrent, éventuellement un petit peu modifier les choses? C'est possible de tout truquer? Alors on va appeler ça la variante noire de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est-à-dire c'est le côté obscur de la force, c'est-à-dire que je suis une entreprise, il y a un appel d'offres, un marché, je veux savoir ce que mon concurrent, comment il va se positionner. Je vais faire appel à une société, on va dire, qui part pignon sur rue, mais qui part des activités cybercriminelles parce qu'elle a embauché des hackers. Et ils vont aller rechercher, ils vont rentrer dans les systèmes. C'est très facile de rentrer dans le système d'une entreprise. Il faut à peu près 30 secondes à un spécialiste pour pirater votre entreprise. Il suffit de mettre des clés USB par terre avec des informations pseudo-confidentielles sur un de vos collaborateurs. Là, vous allez regarder, vous allez ouvrir, vous allez cliquer et vous allez vous faire pirater. À partir de ce moment-là, je vais accéder à votre système d'information. Donc du coup, cette guerre-là, elle existe massivement, par exemple, entre Boeing et Airbus, où souvent, sur les appels d'offres, Boeing avait déjà toutes les informations, les propositions d'Airbus, parce qu'ils avaient tout infiltré. Et nous, on n'avait rien sur Airbus? Il faut peut-être... Fait rien sur... Ah, monsieur le député. On n'avait rien. Non, on n'avait rien sur... On avait tout sur Airbus. On avait tout sur Airbus et rien sur Boeing. Mais on avait peu de choses sur lui. C'est-à-dire qu'on a toujours une guerre de retard. Les Américains sont en avance pour tout truquer. Nous, on ne sait pas faire. Non. La réalité, c'est que le pillage économique et le pillage commercial est un sport des entreprises. C'est-à-dire que certes, la NSA travaille beaucoup avec Boeing, mais Airbus développe ses propres systèmes d'information, à la fois sur de l'intelligence commerciale, c'est-à-dire de savoir quelle est la meilleure offre ou quelle est la meilleure offre technique, parce qu'il y a dans l'offre, il y a le prix, les objets les conditions techniques qui sont mises dans l'appareil, mais Airbus essaye aussi de savoir, parce que c'est deux grands concurrents, essaye de savoir ce que propose son concurrent. La question, c'est qui a le plus de moyens et est-ce que ça entrave, au fond, la concurrence entre les deux compagnies. Or, on voit bien que la question du prix n'est pas suffisante. La question du gap technologique est certainement aussi importante et que si dans l'histoire Airbus a taillé des croupières à Boeing, c'est parce qu'à un moment donné ils ont aussi fabriqué des avions qui étaient de meilleure qualité. Donc c'est la question de la protection plutôt des données techniques d'ailleurs qui se pose de mon point de vue que des données économiques, parce que globalement les données économiques, à partir du moment où il y a un partenaire qui va les acheter, il les connaît. Et donc lui-même va les mettre en concurrence pour pouvoir essayer de faire baisser les prix. Donc, parce qu'il y a toujours, dans la discussion commerciale, il y a toujours un troisième partenaire. Mais alors dans ce cas, s'il faut protéger aussi les données, les brevets, etc., les Chinois ils sont en train aussi de commencer à fabriquer des Airbus. Bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque là? Parce que Bien sûr qu'il y a le vrai risque, c'est la protection de nos données technologiques et de l'avance technologique. Et donc, il y a deux manières de se protéger. C'est soit de protéger les brevets, ce qu'on fait. Alors, on a aujourd'hui la Chine qui est en capacité de produire bientôt des hélicoptères sur un certain nombre de choses, puisqu'on a développé nous-mêmes des joint ventures avec les Chinois, mais de continuer surtout à développer l'innovation et à développer la recherche
dans nos pays, où là la question est extrêmement puissante, puisque l'innovation et la recherche, et c'est tout l'enjeu de la mobilisation des moyens, là on sort un peu de la cyberdéfense, mais de la mobilisation sur la question de la recherche, de l'innovation, des moyens qui sont mis sur nos grands laboratoires, de nos grandes écoles, je pense à cette grande université qu'on a créée qui est Aix-Marseille Université, sur lequel elle s'appuie sur des laboratoires extrêmement puissants, qui peuvent d'ailleurs avoir des retours sur nos capacités mathématiques, de calcul, notamment, et qui évidemment rejoignent les systèmes d'informatique ou d'information. Mais en tout cas, l'avantage principal en matière de commerce, au-delà de l'information, de savoir ce que fait l'autre, c'est quand même d'avoir l'avantage technique, technologique, c'est-à-dire d'avoir des avions qui vont plus vite, plus loin, qui consomment moins, qui transportent plus de passagers, qui font moins de bruit. Vous savez, il a été membre de la Commission de défense nationale, donc on parle beaucoup d'armée. Continuons. Pendant la dernière guerre, les Allemands avaient mis au point un système de codage de leurs dépêches et les Anglais ont réussi à le percer. Notamment une bataille qui opposait Montgomery à Rommel. Montgomery, avant la bataille, savait exactement ce qu'allait faire Rommel. Où, quand, comment, à quelle heure. Donc aujourd'hui que l'informatique est là, donc les systèmes de codage sont encore plus importants, est-ce qu'il n'y a pas toujours une tendance à vouloir espionner le voisin par l'informatique, le percer pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, ses marchés? Vous parlez de la machine Enigma qui a été craquée Oui. par Alan Turing. En fait, les États s'espionnent tous. Hein. La guerre, on va dire, sur le terrain, elle a un peu disparu. Les entreprises, enfin, surtout via les États. Hein. Les États s'espionnent massivement. On a même essaye de contrecarrer, ou politiquement, il y a des fois, on n'arrive pas à intervenir, comme dans le cas de le nucléaire iranien. On n'arrivait pas par la politique à les faire stopper leur programme nucléaire, plutôt que de les attaquer et de les bombarder comme aurait faire Trump avec la Corée du Nord pour arrêter le programme militaire. Là, les services secrets américains et israéliens se sont mis ensemble pour fabriquer un virus qui a fait tourner leurs centrifugeuses à uranium d'approvisionnement uranium trop vite. Elles se sont déréglées et tout le matériel a été mis hors d'usage par un virus informatique. Mais en Israël, il y a une très forte coopération entre Tsahal, leur armée, et l'université. Et les entreprises. Et les entreprises. Il y a des unités spécialement dédiées au sein de Tsahal, consacrées à la cyberdéfense et aux techniques les plus avancées de cyberguerre. Et si vous voulez, par un système très poreux, en fait, au fond, entre l'armée israélienne, les startups. Il faut oublier qu'Israël, c'est Startup Nation. Hein, et l'université, vous avez des talents, comme on dit, des jeunes talents qui naviguent entre tous ces milieux et qui ont vraiment donné une bonne partie des capacités israéliennes en matière de cyberdéfense. Et aujourd'hui, Israël est un des pays les mieux dotés en moyens humains et financiers en matière de cyberdéfense. Et c'est pas un hasard, sans faire d'apologie de quelque chose, mais si Netanyahou, le Premier ministre israélien, est un des rares leaders mondiaux, a parfaitement appréhendé le caractère stratégique de tous ces enjeux cyber. Il fait 2 fois par an un discours avec Knesset, au Parlement israélien, dans lequel il expose sa propre vision et politique en matière cyber. Et c'est un des rares aujourd'hui, excepté Obama avant janvier 2017, qui a parfaitement intégré les dimensions cyber et numériques des conflits d'aujourd'hui. Donc ça, c'est tout à fait notable. Alors, Jean-David, est-ce qu'en France, il y a une coopération entre l'armée et l'industrie high-tech? Il y a une coopération, en tout cas, il y a un début de coopération entre l'armée. Alors, ça dépend. Sur les systèmes d'armement et sur les systèmes de navigation, oui, évidemment. Sur les systèmes informatiques, sur les systèmes de pare-feu, il y a un début. On a, dans cette mandature, Le Drian a lancé son pôle d'excellence qui est en Bretagne, mais qui est un pôle national. Mais il faut dire qu'à Rennes, il y avait déjà un certain nombre d'écoles, notamment de l'armée, sur la question d'information, des transmissions, qui sont évidemment liées à ces sujets-là. Et donc, on a mis en place le pôle d'excellence
de la cyberdéfense et notamment de l'attaque, tout ce qui est aussi gestion de la guerre électromagnétique, puisque une des manières de casser des systèmes de communication, c'est de casser les systèmes électromagnétiques avec des bombes qui pourraient détruire les réseaux, et notamment les systèmes d'information. Parce que si on détruit au fond les fils, c'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs l'Estonie en coupant quasi physiquement d'ailleurs les raccordements Internet, on détruit, et si les gens ne peuvent plus communiquer, parce que sur le monde moderne, si les outils ne communiquent plus entre eux, dans le monde de demain, dans les 10 prochaines années, c'est 20 milliards d'objets connectés qui parleront entre eux. De la montre aujourd'hui qui communique avec son téléphone, ça c'est celui qu'on vit déjà, mais demain le pacemaker qui communiquera avec un contrôleur Wi-Fi, sauf que si on prend la main sur le pacemaker, on tue la personne. Pareil, aujourd'hui on est capable de faire des nanoparticules qu'on met dans l'œil qui regardent le taux de glycémie, et notamment pour les diabétiques, et qui avec une pompe qui peut réguler, sauf que si on prend la main sur le régulateur, on tue la personne. Et donc, toute la question, ou si on empêche qu'elle communique d'ailleurs, on tue la personne. Donc, ces aspects-là, qui sont à la fois des aspects de développement civil, puisque là, en l'occurrence de santé et médicaux, mais qui peuvent aussi devenir des systèmes d'armement, puisqu'on voit bien qu'on peut prendre la possession, on parle y compris si on en vient aux véhicules connectés sur ces affaires. Donc il y a en France aujourd'hui les bases d'une coopération entre l'ensemble du monde universitaire, les industriels, une partie des industriels qui s'occupent de cybercriminalité, de cyberdéfense, de systèmes d'information, et l'armée, notamment la DGA, sous l'égide de la DGA, de la Direction Générale de l'Armement, pour faire en sorte qu'on ait les outils les meilleurs qui puissent se développer. Monsieur Lanka, tout à l'heure, on parlait de l'université. Est-ce que les écoles, universités forment suffisamment à l'informatique haut de gamme? Est-ce qu'il y a suffisamment sur le marché du travail de personnes compétentes pour faire ce métier? Alors, les universités, les écoles forment très bien, on va dire, les futurs cadres informaticiens français. Par contre, il reste quand même une pénurie de compétences, parce que les écoles n'arrivent pas à fournir suffisamment de ce que les entreprises recherchent, et encore plus en cybersécurité. On a une école qui est bien connue, qui est à côté de Valenciennes, à Maubeuge. Il y a quelques formations sur Paris, mais ça reste faible par rapport à ce que, on va dire, l'économie a besoin d'absorber chaque année. On disait, lorsqu'on se parlait avant cet entretien, que chez vous, vous manquez de personnel qualifié, vous n'arrivez pas à les trouver. Tout à fait. Ah oui, c'est très difficile. Si vous faites une annonce, vous avez très peu de réponses. Alors du coup, il y a une enchère sur les salaires. C'est vraiment le... Parlez-nous de chiffres, combien? On est payant en Bitcoin. On est payant en Bitcoin, donc ça vous parlerait pas. Puis le Bitcoin d'aujourd'hui, c'est pas celui de demain. J'ai trouvé quelques questions que je vais vous poser. C'est des titres de livres. Une dame tout à l'heure me demandait des ouvrages à lire, donc retenez ça. Si je pose cette question, Internet, outil de puissance géopolitique, qu'y a-t-il à répondre? Beaucoup de choses, mon capitaine. Beaucoup de choses. Alors, pour vous répondre, je commencerai juste par prolongement de ce qu'a dit M. le député et de faire le lien avec ce que vous avez dit au début de votre propos sur le 4.0. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est... Vous savez qu'il ne fait pas froid ici? Non, il ne fait pas froid du tout. Ici, en tout cas, il fait chaud. Il fait chaud. On est à un moment de convergence entre l'économie des données, Big Data, la robotique, l'intelligence artificielle et les objets connectés. L'IoT. Voilà, l'IoT. Donc, ces quatre éléments forment un nouvel horizon, si vous voulez. C'est mon micro, c'est pas la Corée du Nord. Et tout ça pose, si vous voulez, de nouveaux défis en matière de cybersécurité, dont on peine aujourd'hui à percevoir tous les contours. Donc il y a un effort conceptuel qui est requis et qui est absolument colossal. Et aujourd'hui, en 2017, bien malin, c'est celui qui pourra nous trouver des solutions adéquates pour régler tous ces problèmes. Je vous remercie. Petit incident technique, le micro qui est tombé, on l'aurait pas. Ça fait une pause, ouf. Et je vais vous répondre du coup Remettez votre micro droit, s'il vous plaît. Directement sur... Là, le micro là, qui est sur votre... Voilà. Voilà. Tout en direct. Merci. Parfait. Sans filtre. Non, on dit que tout incident en direct, si on sait le gérer, devient un événement. Est-ce qu'on l'a bien géré? Merci.
Outil de puissance, évidemment, évidemment. On a parlé pendant une partie des débats de cyberguerre, en sachant que cette cyberguerre n'a ni règles ni contours aujourd'hui. Elle a ses troupes, mais elle n'a pas de règles, elle n'est pas codifiée. Que Internet aujourd'hui est utilisé à des fins à la fois économiques, stratégiques et diplomatiques par nombre d'États, de plus en plus d'États, je dirais d'ailleurs, par des acteurs économiques, des réseaux criminels évidemment, des individus, seuls ou en coalition. Je pense à Wikileaks ou à Anonymous, pardon. Et si vous voulez, je dirais, vous avez dit différents grands défis dans cette nouvelle... J'ai posé une question simple. Internet, outil de puissance géopolitique, point d'interrogation. Est-ce que je vous ai répondu? Pas assez. Pas assez? Oui ou non? Tout à fait. Et une deuxième question. Est-ce qu'en Chine, l'Internet est un outil au service du nationalisme? Alors oui, et ça dès les origines des premiers systèmes de censure en fait qui ont été mis en place en Chine. Parce que vous avez d'une part la mise en place de tels systèmes à des fins de gouvernance intérieure. Il s'agit de museler la population et de faire en sorte qu'elle ne se rebelle pas contre les autorités régionales et de Pékin. Mais vous avez aussi tout un comment dirais-je, une forme d'autocensure aussi en Chine qui est largement utilisée et manipulée par les autorités et également des fins de nationalisme. Et vous avez aujourd'hui un discours étatique en Chine qui est largement diffusé via les réseaux sociaux, via les principales plateformes du web chinois. Et aujourd'hui, oui, c'est une vision totalement verticale, je dirais, verticale et au fond assez nationaliste que les Chinois entendent diffuser via Internet. Oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que la mainmise sur le numérique est totalement américaine. Plus de 3 milliards d'internautes dans le monde, ça veut dire environ 40% de la population. Or, 70% des internautes sont hors du monde occidental. Alors, un exemple, en décembre 2016, États-Unis et Europe réunis avaient à peine plus d'internautes que la seule Chine. États-Unis et Europe réunis avaient 683 millions d'internautes et la Chine en avait 674. Alors, la mainmise américaine pour la Chine, la Russie, l'Inde, l'Europe, est-elle toujours acceptable? Ou est-ce qu'il va falloir, là aussi, pour Internet, imaginer une sorte de gouvernance mondiale? Alors effectivement, vous avez des pays comme la Russie, comme la Chine et comme d'autres, l'Inde notamment, le Brésil qui est un cas peut-être un peu à part, mais qui entendent mettre fin à une hégémonie perçue des Américains sur Internet, c'est-à-dire les infrastructures, le réseau, les normes, les standards, les protocoles, enfin tout l'aspect technique qui a été développé dès les années 60. Cette contestation, elle passe par une myriade d'acteurs non étatiques, d'institutions, qui ont été mises en place pour la plupart dans les années 90, sous l'administration de Bill Clinton et d'Al Gore, qui ont été à l'origine de la création en 98 de l'ICANN, qui est une institution qui hante parfois le débat public, qui fait parfois polémique parce que sa gestion est opaque. Et si vous voulez, c'est une association californienne qui a pour objet de gérer le système de nom de domaine, donc les .com, les .org, au fond, voilà, toutes les adresses Internet que vous utilisez. Je reste très schématique, évidemment, pour rester simple. Et ça, cette hégémonie perçue des Américains, au fond, sur le nommage et l'adressage, si vous voulez, d'Internet, a été de plus en plus contestée par les Russes et les Chinois depuis un peu plus de 15 ans, déjà. Et depuis les révélations de Snowden, à partir de 2013, par de plus en plus d'acteurs, par les Brésiliens, par les Européens également. Et aujourd'hui, vous avez tout un discours en France et en Allemagne qui n'émane non pas d'obscurs activistes, mais de parlementaires ou de chefs d'entreprise sur l'internetocratie, sur le complexe militaro-numérique américain. Donc voilà, avec tout un vocable qui entend là aussi à la fois remplacer les débats sous un cadre de souveraineté numérique, ça c'est très présent en Europe, France et en Allemagne en particulier, et qui entend déaméricaniser cette gouvernance entre guillemets d'Internet. Ça se fera. Il y a un premier pas qui a été franchi en 2017, qui a été franchi à la fin 2015 par le retrait progressif du département du commerce américain vis-à-vis de l'ICANN, parce que le département du commerce américain avait
exercer une forme de tutelle sur ces fonctions ICANN. Donc sous la pression internationale, notamment vis-à-vis de la part du Brésil, les Américains ont commencé à reculer, mais aujourd'hui, la gouvernance telle qu'on la connaît aujourd'hui du réseau est largement repassée à la technique, et le politique a été complètement effacé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tellement de contestations qui émanent des grands acteurs que j'ai mentionnés, et les principaux débats maintenant se sont déplacés vers les questions de cyberdiplomatie, pour le coup. Donc c'est-à-dire les grandes normes qu'on entend appliquer au cyberespace, les règles de conduite qui pourraient être celles de la cyberguerre, et les façons dont les grandes puissances pourraient interagir et codifier tout ça. Monsieur le député, je finis là-dessus, a mentionné tout à l'heure les différents niveaux d'action à l'échelle européenne pour essayer de se parler, mais il y a un autre niveau qui est celui de l'OTAN. Justement, l'OTAN a développé ce qu'on appelle le manuel de Tallinn, du nom de la capitale estonienne, en 2013, avec une version qui a été actualisée il y a quelques semaines d'ailleurs, et Emmanuel qui entend codifier toutes ces opérations de cyberguerre. Bon, évidemment là dans un cadre otanien, mais ça donnera sûrement lieu à d'autres débats hors cadre OTAN. Merci, il parle bien. Hein. Et si vous parliez? Les questions, monsieur, allez-y. Il vous faut un micro, je ne sais pas s'il y en a. Il arrive. Il est là, il arrive. Coucou. Vous avez tout votre temps, nous aussi. Elle arrive. Il est branché? Il est allumé? Mais oui. Monsieur ici. Bonjour, je me présente, Shaoki Triahi, journaliste et universitaire, spécialiste des questions sécuritaires et géopolitiques, pour vous servir. Je vous remercie, Jean-David Ciotte, de m'avoir invité. Je vous ai écouté avec passion et j'ai l'impression que dans cette présentation de la cybermenace, vous n'avez absolument pas parlé de la menace terroriste. J'ai l'impression que nous sommes dans deux mondes parallèles. Vous avez d'un côté la cybermenace, de l'autre le terrorisme qui s'exprime de manière virulente depuis à peu près une vingtaine d'années. Je voudrais prendre deux exemples sur lesquels j'ai travaillé de manière technique et scientifique. L'attentat d'Oklahoma City, en avril 1995. L'auteur de l'attentat, Timothy McVeigh, était à la tête, il était membre d'une milice patriotique d'extrême droite. La milice patriotique d'extrême droite aux États-Unis, il y en avait 24 à l'époque, avait comme principal ennemi l'administration Washington. Il y a eu l'attentat de l'immeuble de l'État fédéral qui représente l'administration américaine. Deuxième exemple, en mars 1995, nous avons l'attentat au gaz de sarin dans le métro de Tokyo. Et le métro de Tokyo draine 8 millions de passagers par jour. Il y a eu 5000 victimes, dont 12 morts instantanés. C'était la secte Shoko Aum de Shoko Ashara. Elle avait des adeptes en Russie. Il y avait même une université qui avait 30 000 membres. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas rajouter l'attentat récent de 2011 avec Anders Behring, le Norvégien. Alors, quel est cet univers? Est-ce que nous sommes dans deux univers parallèles, c'est-à-dire d'un côté la cybermenace et de l'autre l'activité terroriste en permanence, comme que nous connaissons aujourd'hui? Question. Monsieur Ciotte. Non, je les ai liés d'autant plus que l'activité liée à la cyberdéfense, en tout cas au monde virtuel, mais qui est un monde réel de la communication, il est tellement asymétrique parce qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de dégâts et on peut contacter beaucoup de personnes. Donc, en l'occurrence, la première chose qu'on fait, et c'est pour ça qu'il y a 3 piliers sur la stratégie de défense, c'est la question du renseignement et des motivations. Et celle-là, elle porte sur plusieurs champs. Le premier champ, c'est de savoir ce que font les autres États, parce que là, on est sur une menace moins asymétrique, mais elle est d'abord pour savoir comment se comportent sur les réseaux, comment ils peuvent intervenir, notamment les réseaux terroristes. Et il y a une grande partie de la surveillance qui est faite au travers du système de communication et des systèmes de communication. Donc c'est un des premiers éléments. Sur le deuxième sujet, sur la deuxième doctrine en matière de cyberdéfense, c'est la question des protections des données. Et la question de la protection d'ailleurs des défenses en général, pas que des données. Et sur celle-là, effectivement, il peut y avoir des sujets d'attaque qui pourraient être menés par des groupes terroristes avec une
volonté de choquer le terrorisme étant des actes qui veulent choquer la population pour les faire changer de nature de comportement. Et donc, effectivement, que le réseau de diffusion ou les attaques qu'on pourrait mener sont extrêmement fortes. Et un des sujets, moi je le dis souvent, c'est le blocage d'une partie ou d'une paralysie des systèmes d'information qui gèrent l'énergie, qui gèrent les transports, qui gèrent l'ensemble du modèle économique. Et évidemment que les terroristes vont essayer de s'emparer de ces systèmes-là. Mais aujourd'hui, il reste quand même plus simple. Ils l'utilisent beaucoup sur la propagande, ils l'utilisent beaucoup sur la transmission d'informations, sur la mobilisation des réseaux pour qu'ils agissent. C'est-à-dire que, et c'est une des raisons pour lesquelles on les surveille avec beaucoup d'intensité, puisque c'est quand même le moyen de déclencher et passe souvent par leur système d'information. Encore faut-il le décrypter, parce qu'évidemment, ils ont compris qu'en cryptant les données, c'était moins facile de les lire ou de les comprendre. Et nous-mêmes, on ne donne pas toutes les informations qu'on peut posséder, parce qu'on l'a bien vu, ce qui était important, quand les Anglais décryptent les codages allemands, ils ne vont pas dire « ça y est, on vous a eu, on a décrypté ». Ils ne l'ont surtout pas dit. Pour pouvoir garder le contre-espionnage, qui est celui de dire « j'ai une information supplémentaire par rapport à eux, je sais comment lire ce qu'ils vont faire, et donc je le garde ». Mais bien sûr que les systèmes terroristes utilisent beaucoup. Alors pour l'instant, ils les utilisent pas forcément sur le moyen d'action de cyberattaque, mais qui viendront parce qu'effectivement, on peut paralyser un grand nombre de modes de vie, et c'est au fond ça le sujet principal de la question de l'attaque terroriste, c'est d'influer sur notre mode de vie, considérant que l'attaque de terroriser les gens sur ce qu'ils sont les fera changer ou les fera changer d'orientation. Donc bien entendu que la cyberdéfense, la cybermenace, l'ensemble des systèmes de sécurité d'information, elles sont utilisées par les terroristes, bien entendu, et qu'on lutte sur ça. La réalité, c'est que la doctrine est extrêmement récente, notamment en France. C'est-à-dire parce qu'on a surtout, pour l'instant, en matière militaire, protégé nos systèmes d'information et nos systèmes d'armement et de gestion de nos armements. On a essayé de mettre des pare-feux, des murs, pour prendre une expression un peu plus triviale, les plus épais possibles. On a défini notre système, à quoi servait le renseignement informatique, à quoi servait la protection de nos systèmes vitaux. Et puis, le gros changement de doctrine qui est intervenu en 2016, qui a été indiqué par le ministre de la Défense, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, de dire qu'à partir du moment où on est attaqué par des actes terroristes ou par un État, on pourra riposter de toute nature de défense possible. C'est-à-dire que quand on est attaqué aujourd'hui sur un système d'information ou sur une menace cybernétique, enfin, pour reprendre une expression ou électronique ou électromagnétique, on s'autorise le droit, dans le cadre de la défense de la nation, de pouvoir attaquer, y compris avec des armes conventionnelles, celui qui nous aura attaqué, et notamment si c'est des mouvements terroristes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, au premier rang. Il y aura d'autres questions après que je vous repère? Ah ben oui. Merci. Voilà. Yves Le Rouge. Bonjour, monsieur Le Rouge. Je voulais poser une question à nos interlocuteurs. Est-ce qu'il est complètement utopique d'imaginer un jour, je dirais, une éthique informatique, une éthique de la transmission, de la cybertransmission? Et si c'était le cas, évidemment, nous, les Occidentaux, je dirais, on serait les premiers à y souscrire, mais est-ce que notre législation, notre morale, nos vertus font que ça nous empêcherait, et aujourd'hui c'est peut-être le cas, de faire une cyber-riposte? Aujourd'hui, je ne connais pas de pays occidentaux, européens du moins, qui se sont lancés dans une cyber-riposte par rapport à des attaques. Alors, sur le premier volet de la question, je suis moins compétent, donc ce sera peut-être vous. Je réponds brièvement sur votre deuxième volet, sur la question des ripostes. Si vous voulez, au fond, toute la question est... on en revient toujours à la même question, en fait, c'est l'attribution des cyberattaques. Si vous voulez, le fait d'attribuer à un État l'attaque que vous venez de subir,
est un sujet éminemment sensible. Puisque, au fond, quand vous attribuez l'attaque que vous venez de subir à un État, vous révélez partiellement vos propres capacités de renseignement. C'est pour ça que, notamment, Barack Obama a eu autant d'atermoiements à attribuer à la Russie les attaques que les États-Unis avaient subies à l'automne dernier, en 2016. Attribuer aussi directement des cyberattaques ouvrirait aussi une boîte de Pandore juridique et technique. Et si vous voulez, aujourd'hui, les grandes puissances du cyber ne sont pas prêtes à ça. Donc ça se fait au cas par cas en fonction des intérêts politiques du moment. Voilà. Donc c'est un sujet extrêmement sensible au plan stratégique et ça fait évoluer les pratiques diplomatiques. Donc ça, l'attribution d'une cyberattaque, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique. Encore une fois. Oui, mais sur ce sujet-là, la doctrine va changer, la doctrine va évoluer, et moi j'entends ce qui se dit de par les acteurs, y compris démocratiques, qui subissent les attaques. On parlait de celles terroristes à l'instant, mais qui peuvent être d'autres natures. L'élément qui est en train de se produire et qui fabrique la doctrine française, c'est qu'on pourra riposter en considérant qu'une cyberattaque est un acte de guerre, ce qu'a indiqué au mois de décembre le ministre de la Défense, et que si c'est un acte de guerre, on pourra riposter de manière cyber ou traditionnelle, considérant qu'il y a une légitime défense et que même un État qui aurait permis, qui ne serait pas l'acteur principal, ça rejoint la question du terrorisme, qui aurait permis l'utilisation de ses propres moyens pour permettre cette cyberattaque, serait un acte de guerre contre la France. Et je vais un peu plus loin que ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, cette définition est en train de se fabriquer, mais moi je crois profondément que si on veut pouvoir se défendre, il faudra qualifier l'acte de guerre sur les attaques cybernétiques, sur à la fois la motivation, l'usage de l'attaque lui-même, et y compris la permissivité de l'utilisation de son territoire. Aujourd'hui, pour le dire, si on n'aurait aucun état d'âme, si demain la Suisse permettait à des avions bombardiers de l'Iran de venir bombarder la France en se posant chez eux et en tirant, on considérait que la Suisse a fait une agression contre la France et on serait en guerre avec la Suisse. Et donc, sur la question de la cyberattaque et de l'acte de guerre, aujourd'hui on est sur, je confirme, on est sur une logique qui est extrêmement prudente, parce que ça veut dire qu'on définit un acte de guerre, donc on peut rentrer en guerre. C'est une des raisons pour lesquelles Obama a eu des difficultés à dire que c'était bien Poutine qui était le responsable ou les gouvernements russes, parce que ça veut dire que derrière, c'est des actes de guerre qui sont en train d'être décrits. Si c'est un acte de guerre, on est en train de rentrer en guerre avec un autre pays. Donc c'est effectivement comment l'escalade, pour ne pas rentrer en guerre, se produit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'acte de guerre sera décrit à partir du moment où un État, et moi je pense qu'il faut venir vers ça pour essayer de limiter, y compris la permissivité d'un certain nombre d'États qui laissent partir de chez eux en disant « Ah ben ça a traversé, c'est parti de notre État, mais au fond on n'est pas responsable parce que ça serait des terroristes dont on n'aurait pas de responsabilité. » En fait, il y avait une autre question. Oui, je vais juste apporter une précision, c'est qu'en fait toute la difficulté de la cyberguerre par rapport au terrorisme, ou on va dire les actes de guerre, c'est que ça se voit, ça laisse des traces. Alors qu'une cyberattaque, on peut s'anonymiser, être complètement anonyme sur Internet pour mener des cyberattaques en passant par des serveurs en Russie, en Ukraine, en Chine, etc. Pour mener des attaques sur un pays sans laisser aucune trace, on ne peut pas remonter sur les cybercriminels qui sont derrière. Donc on peut discuter d'éthique, mais alors du coup, c'est les médias qui vont dire c'est les Russes, c'est machin, tout ça. Derrière, on n'a aucune trace physique qui permet de dire c'est l'un ou c'est l'autre. C'est toute la difficulté par rapport à une guerre normale où l'ennemi est totalement identifié. Cher monsieur. Bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité et la précision de la discussion. Merci. En fait, je pense que dans le bilan Hollande, il y a eu quelque chose qui a choqué beaucoup de gens, d'une part Sam Wallace, mais qui s'est traduite par un cas qui a été lors de l'arrivée de Snowden au-dessus du territoire français, le refus de Hollande d'héberger Snowden et le fait de laisser Snowden en définitive aux forces obscures et de laisser penser que c'était ces forces-là qui pouvaient incarner l'Internet libre, etc. Quand on a appris derrière qu'effectivement la NSA se servait
de ces réseaux pour écouter Angela Merkel ou les dirigeants français, on a cru comprendre qu'effectivement, en fait, les Français étaient sous la coupe américaine pour le réseau, parce que sur les principaux postes de circulation de l'information, sur les principales grandes entreprises, on n'avait pas la main. Donc en fait, Hollande a été dans l'incapacité de tordre le bras aux Américains, parce que visiblement, il en était très dépendant. Et du coup, l'alliance s'est retournée. L'alliance s'est visiblement un peu retournée avec l'arrivée de Trump au pouvoir et la collaboration très inquiétante avec la Russie. Est-ce qu'il est envisageable que l'Europe se ressaisisse et fasse ses outils, ses réseaux, ses grandes entreprises, et enfin une politique industrielle pour qu'on ne soit pas tous sur Facebook mais sur un réseau social européen, qu'on ne soit pas tous sur Gmail mais sur une boîte européenne, qu'on ne soit pas obligé de passer par Telegram si on veut, boîte russe si on veut crypter des messages, et si on ne soit pas obligé de passer par la NSA pour avoir des informations sur le téléphone des autres individus. Est-ce qu'il y a une stratégie de puissance européenne qui est à l'œuvre? Est-ce qu'on, pour pouvoir échapper des blocs l'ont fait. La Chine est en train de le faire, vous l'avez dit, l'Inde est en train de le faire, et l'Europe est où là-dedans? Pour l'instant, on a l'impression qu'elle ne joue pas le jeu. De GPS. Sur l'enquête, M. Dossetti. Alors, il y a plusieurs volets à votre question, cher monsieur, donc du coup, je prendrai une partie, et puis on pourra compléter peut-être chacun. Alors, sur Snowden, je vous rejoins tout à fait. Il y a une dimension à ne pas perdre de vue, c'est que la France, avec les Britanniques et les Américains, font partie de ce qu'on appelle le P3. Voilà, depuis 1958 et De Gaulle, il y a une relation triangulaire extrêmement étroite, notamment en matière sécuritaire, entre ces trois pays. Et qu'on le veuille ou non, c'est un fait, et il y a une convergence de vues étroite sur bien des sujets. Bon, c'est comme ça. C'est pas pour évoquer votre question, mais c'est une réalité. Et en matière de renseignement, il y a des coopérations extrêmement étroites. Sur l'Europe, une réponse facile de ma part, ce serait de vous renvoyer à de très bons rapports parlementaires, notamment la Chambre haute, excusez-moi, cher député, il y a quelques années, qui ont été élaborés sur le rôle de l'Europe comme acteur souverain, entre guillemets, ou du moins en capacité d'agir en matière industrielle et politique dans le numérique. Des rapports extrêmement complets et qui postulent non pas une politique de puissance en matière numérique à l'échelle européenne, mais une politique où l'Europe parvient à, disons, s'autonomiser et ne pas dépendre autant des plateformes, enfin des services qu'on connaît tous aujourd'hui, services américains. Donc voilà pour la petite contribution. Non, sur l'Europe, il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté européenne de fabriquer un concurrent européen massif aux Chinois, aux Russes et aux Américains, tout simplement parce que l'Europe est fabriquée sur elle-même un système de concurrence qui ne permet pas la concentration. Donc, ne permettant pas la concentration pour libérer la concurrence, elle ne laisse pas faire sur son propre territoire la concentration d'un gros outil. Elle en a la compétence, il n'y a aucune difficulté. Elle n'en a pas l'écosystème, parce qu'elle refuse d'avoir un écosystème qui est totalement monopolistique. Et ça a plein d'avantages, parce que ça évite les gros consortiums qui après imposent tout le reste à tous les autres. Donc c'est l'avantage. Ça a un inconvénient, c'est que dans un monde pour le coup mondialisé, ça ne nous met pas avec des systèmes de concurrence avec les Américains. Et aujourd'hui, si Google se développe aux États-Unis, en Californie, si Apple l'a fait là-bas, c'est parce qu'il y a un écosystème qui permet la concentration quasi mondiale et la volonté quasi mondiale, quand on regarde Microsoft, de dire on est la puissance et on veut le monopole sur les systèmes d'exploitation. Microsoft a toujours affiché son ambition d'avoir le monopole sur l'exploitation, sur les systèmes d'exploitation. Et comme ça arrange, on l'a bien compris avec les derniers événements, ça arrangeait y compris à la NSA, puisque en ayant le fait que ce soit un opérateur américain, ça lui a permis de récupérer un certain nombre de failles qui lui permet d'avoir un pouvoir sur l'ensemble des systèmes d'information dans le monde, même si là ils se le sont fait piller, c'est comme ça qu'on l'a appris, mais peut-être d'ailleurs au vu de l'attaque, qui était une attaque à la fois volumineuse, mais assez peu coûteuse. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'aurait pu être cette attaque, si elle avait été menée sur des systèmes bien plus vitaux, on peut même se demander si ce n'est pas un geste de quelques-uns
qui disent regardez ce qui se passe. Mais l'Europe, elle n'est pas bâtie comme ça, et elle n'est pas bâtie pour faire ça. Il suffit de regarder le système de navigation. Je veux dire, c'est quoi Galiléo de mémoire. Le GPS existe aux États-Unis depuis pour monter notre réseau parce que la communication, elle passe d'abord par le déplacement. Si demain on veut faire effectivement des voitures, des objets connectés, un des grands systèmes de communication, il y a les réseaux filaires, ce qui passe sous les océans, les gros câbles, les gros tubes, mais il y en a un qui est extrêmement puissant, qui est celui de l'espace. Donc on est en train de monter un énorme réseau bien plus précis de systèmes d'information, de captation qui pourra permettre de la géologue, du transfert de données, etc. Sur des toutes petites séquences, c'est-à-dire y compris pouvoir déplacer des objets sur des toutes petites tailles, puisqu'on aura un système de... On le fait, il n'est toujours pas bâti, je veux dire, pourtant on a investi des milliards là-dedans. Mais c'est pas la stratégie de l'Europe. Alors elle est peut-être regrettable, elle a aussi un avantage, c'est que la concentration, je le redis, je le dis souvent ces derniers temps, mais quand vous prenez une adresse mail sur Google ou sur Apple, ou vous montez un compte iTunes sur Apple, vous savez, quand vous le faites, on vous demande de dire accepter en bas. Alors on a mis le petit curseur d'accepter, oui, avant il était en haut, on ne voyait pas, alors on l'a mis en bas par acquis de conscience pour se dire peut-être que les gens vont le lire, mais comme on ne le lit pas, et dedans, vous donnez une très grande liberté d'action pour lire ce que vous écrivez, pour donner les données informatiques qui se transportent par votre adresse mail, votre compte iTunes, votre compte Facebook, et vous leur donnez quasiment tous les droits, même de propriété. Et en plus, sous un système judiciaire, non pas français, mais américain, puisqu'elles sont basées là-bas, et donc sur du droit américain qui est un tout petit peu différent du nôtre. Et donc, par nature, vous vous mettez sous une concentration extrêmement forte. Il y avait une question par ici, oui, monsieur. Oui, il y en a une ici. Jean-Philippe Bianco, bonsoir. Je m'occupe de Juste formation après, professionnelle pour le syndicat CFTC. Je voulais juste rebondir sur ce qui était... Je voulais sur la formation, il y a ce monsieur qui a parlé de quelque chose à Maubeuge. On est en région PACA, il y a quand même de la high-tech sur Sophia Antipolis, sur Aix-en-Provence, c'est couplé à des universités. Je m'interroge sur, est-ce que vraiment il y a quand même une belle volonté pour qu'ici en France, je reste circonscrit à mon petit pays, est-ce qu'ici en France on fasse quelque chose pour que du point de vue informatique, on ait ce qui nous est nécessaire? Est-ce qu'on n'a pas décidé de renvoyer ça vers d'autres cieux? Voilà, c'est ça. Le micro, ce sera pour monsieur après. Pour répondre à cette question, non, je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas... alors ça va être un peu peut-être dissonant avec ce que j'ai dit avant, mais c'est parce qu'il n'y a pas de volonté monopolistique de créer les grands groupes de l'Internet de demain européens, parce que ce n'est pas ça la tradition européenne. Il y a quand même ici... Alors particulièrement sur ce territoire Aix-Marseille, Sophia Antipolis, mais si on y rajoute ce qui se passe dans le Rhône avec Lyon, notamment ce qui se passe sur les universités de la région parisienne, où il y a des grands sujets, à la fois en matière de mathématiques, à la fois en matière de sciences dures, à la fois en matière de sciences sociales liées, parce que dans la question des objets connectés, il y a aussi toute la relation à la société de demain, où ce qui se passe ici, les startups qui sont créées ici, les convergences qui se font entre l'innovation, la recherche, le monde de l'enseignement universitaire se fabriquent ici. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de fabriquer encore des gros groupes industriels? Quand on regarde dans la région, je le disais tout à l'heure sur ST, et c'est pas, on peut parler alors c'est plus GM+, oui c'est GM+, maintenant je ne sais plus comment il s'appelle, mais Gemalto. Quand on regarde un certain nombre d'industriels, on a des compétences extrêmement puissantes. Je parlais tout à l'heure de Technicatom, qui est capable de fabriquer des centrales nucléaires dans la chambre à coucher. ST, je le dis, dans l'iPhone que vous avez, il y a au moins une ou deux puces qui sont fabriquées à Rousset, même pas en Europe, à Rousset. Dans les voitures. Alors dans les voitures, aujourd'hui on doit être à 40%. ST Microelectronics, il fabrique quasiment toutes les puces des voitures. Exactement. Donc, pareil sur la zone à Meyreuil et à Olioul, on a le leader mondial de la robotique sous-marine de très grande profondeur. Les gens qui vont à plus de 3000 mètres de profondeur avec des sous-marins robotisés, ils sont conçus, fabriqués et exploités
parce que évidemment, quand c'est des systèmes automatisés qui descendent en très grande profondeur, c'est des robots, il n'y a pas d'homme dedans, mais on récupère l'information et on la lit. Et ça, c'est quand on ne sait plus comment récupérer une boîte noire dans le monde, on fait appel à cette société, parce qu'évidemment ça coûte un peu plus cher, parce que c'est des systèmes un peu plus sophistiqués. Sharm el-Sheikh, personne n'est incapable de retrouver les boîtes noires. C'est cette société qui, en pratiquement 8 jours, les a retrouvées, alors que ça avait 3 mois. Ils étaient à la fin de vie des boîtes noires, qui allaient les récupérer, parce que les compétences technologiques, les compétences techniques, les compétences humaines, elles sont là. Donc moi, je ne crois pas à l'effondrement de notre société, de notre territoire en particulier. Évidemment, j'en suis le député, donc forcément, il est le plus beau du monde. Mais, et en plus, c'est la Sainte-Victoire, donc forcément, il est quand même très beau. Mais parce que je crois profondément que la question industrielle, la question de recherche, elle est là. Après, est-ce qu'on est toujours en capacité de fabriquer les filières et les écosystèmes pour permettre les développements, de passer des start-up, des ETI à des groupes industriels puissants dans le monde? Il y a certainement un peu de chemin à fabriquer, il y a un certain nombre de réformes à mener. C'est d'ailleurs un tout petit peu, me semble-t-il, l'objet de la campagne électorale qui était précédente, présidentielle et législative. Mais pour le coup, on va essayer de rester sur la cyberdéfense ce soir, même si c'est le sujet qu'on porte. Monsieur le micro déjà. Oui, bonsoir. Donc Daniel Leclerc, ancien cadre de Technic Atome. Donc j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises en essayant de raccourcir les sujets. Hein. Non, aucun. Merci. Je voulais simplement retracer un peu l'histoire de l'informatique en France. Nous avions donc des très hautes compétences. Nous avons encore des très hautes compétences en France. Et dans les années fin des années 70, début des années 80, nous avions des capacités, des puissances informatiques en France. Et on a baissé les bras devant l'envahisseur qui est l'envahisseur américain. Je citerai les sociétés Honeywell, Bull, je citerai Alcatel et la micro-informatique par les Micral, etc. Donc toute cette informatique, toute cette puissance informatique qu'on avait, on l'a abandonnée. Maintenant, en termes de défense et d'attaque sur l'informatique, lorsque je vous parle, vous me comprenez. Lorsque vous me parlez, je vous comprends, parce qu'on parle le même langage. La défense, la meilleure défense, en fait, c'est de devenir inaudible par rapport à l'adversaire. Je vais parler un autre langage. Comme ça, mon adversaire ne comprendra pas ce que je dis. C'est le cryptage. Et la NSA a réussi à mettre la main sur le système de cryptage. Il y a eu une grosse bataille qui a été menée il y a maintenant une quinzaine d'années sur la liberté du cryptage dans le monde. Et il y avait eu des codes sources qui avaient été livrés pour pouvoir donc avoir sa propre maîtrise du cryptage. Hélas, ça a été abandonné et la NSA a quand même réussi à garder la mainmise. Maintenant, je vais revenir sur aussi la fragilité de nos SI industriels. Regardez un peu, donc on a parlé un peu de l'attaque américaine sur les systèmes industriels nucléaires d'Iran. Eh bien, les automates qui sont par milliers dans toutes les industries, et particulièrement en France, sont extrêmement fragiles. Pourquoi? Parce que, en fait, les constructeurs tels que Schneider ou autres n'ont pas pris en compte donc, ces menaces qui pouvaient se faire, ces attaques qui pouvaient se faire sur ces automates. Alors les automates, ça peut être des distributeurs de billets, ça peut être des systèmes de fabrication en chaîne de poudre de lessive, etc. Et donc on a une très grande fragilité là-dessus. On a un énorme investissement à faire en termes de défense à ce niveau-là. Tant qu'on n'arrivera pas à se préserver de ces attaques, nous continuerons à être esclaves des systèmes soit américains, maintenant chinois. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que même un système informatique qui est complètement isolé peut être vulnérable. Exemple. Vous pouvez installer par exemple un petit appareil, genre commutateur ou autre du réseau, qui possède un code. Et à l'intérieur de ce code-là, vous pouvez implanter, le constructeur, qui peut être un ennemi, peut implanter un microcode. Et ce microcode va pouvoir, ensuite, si on l'utilise dans ce système informatique qui est complètement fermé, va pouvoir aller inspecter un peu ce qui se passe dans le système d'information qui est complètement clos, le sous-marin, par exemple. Vous avez cité le sous-marin.
Et au bout d'un certain temps, ce code va dire, tiens, à telle date, je vais m'arrêter de travailler, je vais arrêter et je vais mettre en panne cet appareil. Qu'est-ce que va faire le marin? Qu'est-ce que va faire l'industriel ou celui l'exploitant? Il va dire, ah, mon appareil est en panne, je vais le remplacer. Donc je retire l'appareil défectueux, je le retire de mon système d'information et je mets un nouveau pour pouvoir continuer à travailler. Et qu'est-ce que fait l'ancien alors, à ce moment-là? Il va y retourner soit chez le constructeur pour réparation ou autre. Et on va pouvoir récupérer de cette façon-là certainement des informations. Vous voyez? Donc le cheval de Troie. Et ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant la volonté pour terminer, la volonté de pouvoir construire une défense au niveau national, je pense que maintenant on est complètement out en termes de capacité budgétaire, financière, ça c'est certain. Mais notre avenir dans la sécurisation de nos informations ne peut se faire qu'au niveau européen. Et ça, j'en suis convaincu. Si on arrive à avoir en fait une politique européenne dans ce domaine-là, on pourra certainement contrer au moins partiellement les attaques que peuvent mener les Américains et les Chinois, voire les Russes. Voilà. C'est une question dense et intéressante. Mais je n'ai pas parlé des macrodata. Ah, on ne peut pas parler de tout d'un seul coup. Vous laissez le temps de répondre. Qui est-ce qui voulait poser une question? On lui donne le micro. Ah, c'était ici, Monsieur Dussopt. La réponse, alors, messieurs. Moi, je vais juste répondre sur l'aspect confidentiel défense. Alors, pour travailler à la DCNS, ceux qui fabriquent, on va dire, les sous-marins nucléaires et les porte-avions Charles de Gaulle et les frégates, tout élément dans lequel a transité de l'information confidentielle défense, donc ils ont un terme pour dire, est classifié et on ne peut pas le renvoyer comme ça chez le constructeur. Tout est tracé, il y a des documents à suivre, des procédures, c'est hyper bien encadré. Voilà, je voulais juste répondre déjà sur cette partie-là. C'est pas si simple, on va dire, de pirater un sous-marin nucléaire. Sur les écoles d'informatique, on a une très belle école de mathématiques. Il faut la conserver, elle a été meilleure, elle est de très haut niveau, mais on a fait des choix dans les années 90, dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé que l'informatique était le sujet d'avenir, et du coup on a investi beaucoup de moyens, notamment l'utilisation des calculateurs, sur les questions des services, et notamment des services bancaires et assurantiels. Et donc on est devenus les leaders au monde sur le service bancaire, sur le service assurantiel. Moi, je suis issu de ce monde-là, donc je le connais bien. Mais du coup, on n'a pas pensé, on a pensé matériel sur l'informatique et on n'a pas pensé soft. Et c'est l'erreur stratégique de la France. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, parce que sur plein de sujets, elle a pensé que l'atelier du monde serait l'Asie et donc on a abandonné un grand nombre de productions, et notamment celle de l'informatique, en considérant que l'atelier du monde sera en Asie. Et donc, au fond, construire des matériels, ça n'était pas rentable, qu'on ne serait pas assez bon. Mais on n'a pas pensé qu'il y aurait toute la partie, effectivement, services informatiques. Et on a privilégié d'autres services qui utilisent de l'informatique, qui étaient le système bancaire et d'assurance, mais pas celui-là. Et c'est une erreur stratégique, c'est une double erreur stratégique. C'est de penser qu'on ne serait plus un atelier, alors qu'on est un pays industriel et on continue à l'être. Et on est en train de reconstituer des capacités industrielles, certes au niveau de l'Europe, sur un certain nombre de sujets, mais le choix effectivement qui a été fait à une période dans les années 90-2000 et qui couvre, quand on regarde, plusieurs gouvernements, donc ce n'est pas une question de couleur politique pour le coup, c'est plutôt une question de stratégie générale et d'inertie et d'analyse à ce moment-là, où on a fait une erreur très forte et qu'on paye aujourd'hui, qu'on a payé dans les années d'ailleurs plutôt 2010. Maintenant que nous approchons des années 2020, il nous faut rebâtir ces capacités-là. C'est ce qui a été essayé, qui est fait depuis 2007, depuis 2008, avec des réussites. On a eu une crise, il ne faut pas l'oublier en 2010. Mais sur lequel. Donc c'est une erreur. Sur la fragilité des systèmes d'information, sur les systèmes militaires, moi je pense que ça viendra plutôt de défaillances humaines, c'est-à-dire qu'effectivement les process sont extrêmement encadrés pour les connaître un tout petit peu. La réalité, c'est qu'à un moment donné, même s'ils sont contrôlés par plusieurs, donc comment on lutte contre la défaillance humaine, volontaire ou involontaire d'ailleurs, parce que ça peut être la défaillance par négligence, par malveillance ou par bêtise, c'est d'avoir plusieurs responsabilités humaines
sur le même sujet. Mais donc il y a un sujet, ça sera plutôt celui-là. Par contre, en dehors de ces procédures-là, il y a aujourd'hui des systèmes d'information sur le monde économique ou sur des sujets, des systèmes vitaux qui ne sont pas militaires, qui sont, de mon point de vue, encore fragiles. C'est un des grands sujets de l'ANSSI, notamment sur la question des sondes de détection et des procédures de détection des failles et des réponses qui doivent être mises. Le problème de l'ANSSI, c'est qu'aujourd'hui, elle a des moyens qui sont extrêmement faibles par rapport aux missions. Donc c'est l'ANSSI, je répète, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui sont extrêmement faibles par rapport aux missions qui sont celles de sauvegarde des systèmes informatiques. Monsieur Pierre Dussol. Oui. Tout ce que je viens d'entendre, d'abord je vous remercie, cette table ronde a un mérite, c'est, j'espère, de montrer que ce n'est pas seulement une histoire de spécialistes. Et plus vos informations se diffusent dans le grand public, plus on évitera ce que Jean-David a dit, ou le dernier intervenant, des naïvetés et des comportements qui sont à la limite coupables de la part des utilisateurs. Alors je vous raconte une petite anecdote qui va vous rendre prudent quand vous partirez en vacances. Il y a un constructeur d'avions européen qui fait des grands avions civils pour les grandes compagnies aériennes, qui se préoccupe évidemment de la sécurité des systèmes d'informatique de vol. Et il s'était aperçu, ça c'est très facile, que des hackers avaient piraté les systèmes de vente à bord par carte bleue, avec paiement carte bleue. Bon, ça relève de la petite délinquance habituelle, c'est pas très grave, mais il a évidemment isolé informatiquement, il a fermé, il a séparé le système vente carte bleue du système informatique de vol. Et bien, il était très content, c'était une bonne idée. Mais quand les avions de certaines compagnies aériennes sont revenus pour des grandes visites, le constructeur s'est aperçu que pour faire des économies dans les connexions de contrôle, ils avaient reconnecté les deux systèmes. Ils étaient tout fiers, parce que comme ça, ils géraient l'informatique plus facilement. Alors évidemment, ils ont sauté au plafond. Alors quand vous prendrez l'avion, vous y penserez. Vous connaissez l'affaire, monsieur Anquet? Non. Ce n'est pas une affaire, au sens qu'il n'y a pas eu de scandale, bon, c'est interne à un constructeur qui a révélé à certaines personnes dont je fais partie, qui s'étaient aperçus de ce genre de petit bricolage, où se croyant malins, ils avaient rapproché de systèmes qu'il ne fallait surtout pas mettre ensemble. Donc les utilisateurs devraient tous être sensibilisés, parce qu'évidemment les compagnies aériennes n'avaient pas fait ça intentionnellement. Oui, non, mais ça recoupe exactement ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, de malveillance, d'argent, de négligence ou de bêtises, on fait communiquer un certain nombre de systèmes d'information qui peuvent ouvrir des portes. Là, en l'occurrence, elles n'ont pas servi à autre chose, tant mieux, mais qui peuvent ouvrir des portes où, sur le système de navigation, si quelqu'un est en capacité de prendre, on a tous subi l'interdiction d'utiliser son téléphone, d'abord pendant la montée, puis la descente, puis pendant le vol, puis plus pendant le vol, puis sauf le dernier qui a explosé, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons celui-là, c'était pas pour des raisons de prise de contrôle sur le système, c'était parce qu'il pouvait mettre le feu à l'avion. Mais bien sûr, et donc c'est ce que je dis. Alors, sur les systèmes militaires, je vois bien les précautions qui sont prises, qui peuvent servir d'ailleurs d'exemple, qui servent de rétrofit sur l'usage notamment civil, mais il y a des systèmes d'information aujourd'hui qui ne sont pas assez protégés sans même avoir recours à de la malveillance. Et donc il y a un métier effectivement sur le consulting, en tout cas l'apport de solutions de protection pour faire prendre conscience à certaines, et pas forcément effectivement que des petites sociétés. D'autres questions? Eh bien, il nous reste, monsieur Jean-David Ciotte, à remercier tous ceux qui sont venus. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot de conclusion avant que je ferme totalement le débat. Mais si c'est une question précise, très volontiers, mais peut-être conclure pour ma part sur un volet dont on a très peu parlé au fond, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des États, des puissances, mais qu'au fond, les premiers acteurs de la cybersécurité, c'est nous, les individus. Oui. Et ces efforts d'acculturation à la cybersécurité doivent passer des plus jeunes âges. Et donc il y a tout un enjeu aussi en matière éducative et qui devrait nous concerner autant que l'effort de formation à apporter aux élites décisionnelles. Voilà.
Voilà, moi, je rajouterais que par rapport, pour donner des axes de réponse, par exemple, parler d'Airbus, mais comment on peut se rendre compte d'un tel problème? En fait, les entreprises, à partir d'une certaine taille, sont soumises à des contraintes, surtout les OIV, on n'en a pas trop parlé, les organismes d'importance vitale, on va dire pour l'État, sont soumis à des contraintes à faire auditer leur système d'information, donc soit par des processus, soit par des attaques ou des audits du code source, etc. Il y a plein de choses qui sont en place et qui tournent et qui aident en fait à améliorer, on va dire, la détection des failles pour pouvoir les corriger en amont, qu'il y ait des attaques ou on va dire des négligences ou des pannes, etc. Et après, ça passe beaucoup par la sensibilisation des personnels à tout ce qui est aux bonnes pratiques, à tout ce qu'il faut faire et pas faire. Et si un jour vous êtes confronté dans l'entreprise à quelque chose, vous ne savez pas quoi faire, prévenez un expert en informatique de votre société, va venir vous dire oui, ça vous pouvez faire. Voilà. Ça aide plutôt que d'avoir cliqué et puis dire bon, ben, j'ai cliqué, c'est trop tard. Ransomware. Dites-moi, on vote beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, de truquer les votes électroniques pour les communes qui, dans les bureaux de vote, l'ont installé? Dites-le moi, sinon j'arrête. Hein. Alors, c'est déjà écrit. Alors bien sûr, mais alors est-ce que le trucage d'un vote électronique aura peut-être moins de répercussions sur les votes qu'un bourrage d'urne? Donc c'est peut-être mieux à terme. Donc mon cœur balance. Bon, on posait la question sans arrière-pensée. Hein. C'est évident. Monsieur Jean-David Ciotte. Oui, finalement. Non, bah juste un petit mot. Merci d'abord à vous deux d'avoir accepté de venir débattre avec le public de la 14e et avec le public d'Aix, de ce grand pays d'Aix. Merci à toi, Jacques, d'avoir animé ce débat, de lui donner un peu de fraîcheur. J'ai été bien sur un sujet. Il faut l'applaudir. Sur un sujet certes difficile, mais comme disait Pierre Dussol à l'instant, il faut qu'on fasse quand même un peu attention à ce qu'on fait. Et moi, je conclurai, j'avais prévu de dire sur l'adaptation, les bonnes pratiques, mais finalement, vous l'avez fait. Je suis toujours étonné de ce qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux, y compris de choses qu'on ne se permettrait pas. Et je pense notamment, moi j'ai un compte Twitter que j'utilise pour dire un certain nombre de choses, mais quand on tweet, tout le monde l'entend, c'est le principe d'ailleurs. Et je me dis toujours, est-ce que je serais capable de dire avec un porte-voix dans la rue ce que je tweete sur mon compte Twitter? Si oui, je peux tweeter. Sinon, c'est pas parce qu'il y a un écran entre moi et le monde que je peux raconter n'importe quoi. Et ça rejoint la question de l'éthique de tout à l'heure. C'est quand même la confrontation aux autres, la confrontation à la réalité. Elle rappelle quand même que la technologie est ce qu'elle est, que le rapport humain est ce qu'il est, mais que quand même on est des êtres humains et que même s'il y a une machine entre nous, au-delà des questions de menaces, de cyber, de défense, s'il y a une machine entre nous, on n'a pas le droit de dire et de penser ou de raconter n'importe quoi parce que simplement on ne serait juste que face à une machine. C'est un moyen de communication qu'on peut utiliser pour plein de mauvaises choses et plein de bonnes choses, mais qui reste un moyen de communication entre nous. Et je pense qu'il faut qu'on le garde un tout petit peu présent à l'esprit. En tout cas, ça sera ma pensée de la fin. Voilà. Eh bien, merci. Et un grand merci à toute l'équipe technique, à la fois au son et à la vidéo, qui nous ont permis de faire cette retransmission, au théâtre d'Aix de nous accueillir, et à vous tous d'être venus. Merci beaucoup, bonne soirée. Vous avez été très bien comme public, hein. Bravo.